enregistrement. Je vais vous dire si c'est parti. Donc, Marie, vous pouvez introduire cette rencontre. Alors déjà, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents derrière leur écran pour cette passionnante table ronde de ce soir. Avant de passer la parole aux invités, je voudrais juste situer le cadre de cette manifestation. Je suis Marie Clinchard, je fais partie du comité d'organisation du Festival des Solidarités, le Festisol, qui est organisé par la Maison internationale de Rennes, la MIR, qui regroupe à peu près 90 associations. Ce festival existe depuis très longtemps et un thème est développé chaque année. En 2021, nous avons désiré poursuivre l'exploration du thème de l'année dernière, qui était déjà les inégalités. C'est un sujet qui, malheureusement, est inépuisable. Trois sous-thèmes ont été retenus. Les inégalités d'accès à la santé, dont la conférence de ce soir fait partie, les inégalités d'accès aux ressources et les inégalités d'accès aux droits des minorités. 4 associations ont réussi leur force pour la réalisation de cette soirée. Donc, il y a la mission Égalité de Rennes 2 qui est représentée par Sarah Dessin, ATEP qui est représentée par Fatma Safi, l'association MATA qui est représentée par moi-même, Marie Clinchard, et Vivre en paix ensemble par Gilles Clinchard. Et il y a la participation également de 2 autres associations, Gorom, Rennes Gorom et Aïssine. Alors maintenant, je passe la parole plutôt à Fatma Safi pour présenter les invités de cette table ronde qui s'appelle « Accès à la santé des femmes en France, en Afrique et en Amérique latine ». Très bonne soirée à toutes et tous. Merci Marie. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents. Donc, Fatma Safi de l'Association tunisienne pour l'éducation prénatale et membre du conseil d'administration de l'AMIR. Je voudrais commencer par remercier tous nos partenaires et surtout Mission Égalité de l'Université Rennes 2 d'avoir accepté ce partenariat qui nous enrichit forcément. Sinon, pour présenter l'événement de ce soir, je voudrais m'appuyer sur une citation de Cynthia Fleury dans son livre « Le soin est un humanisme ». Je cite, « Quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien. Dans quelle mesure alors nos sociétés modernes prennent soin de l'être humain ?» C'est un sujet trop vaste pour être traité en une seule soirée. Nous avons alors choisi de nous intéresser lors de ce débat aux femmes et à leur accès aux soins de santé avec des regards croisés sur le continent, l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique latine et l'Europe, en parlant du cas particulier de la France. Et pour ce faire, nous avons l'immense plaisir et un vrai honneur d'accueillir nos invités. Nous aurons avec nous ce soir donc Yannick Jaffray, anthropologue spécialiste des questions de la santé en Afrique de l'Ouest, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique CNRS à Marseille et conseiller en sciences sociales. Il a sillonné l'Afrique de l'Ouest pendant une trentaine d'années où il a enseigné à la faculté de médecine de Bamako. Il a développé des recherches sur le fonctionnement des espaces techniques de santé et les enjeux de santé publique. Il travaille sur l'aspect anthropologique de la santé maternelle et infantile et est responsable du Women Health Education Programme à l'Institut de France Académie des sciences. Auteur de plusieurs articles et livres, il a notamment coécrit le livre Une médecine inhospitalière et Enfants et soins en pédiatrie en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Yannick d'être parmi nous ce soir. Nous accueillons également Mounia Al-Qotni, anthropologue spécialiste de la santé et du genre. Ses travaux portent sur l'accès aux soins et les violences médicales, la justice reproductive, les discriminations de genre et la santé environnementale au Mexique et en France. Chercheuse et autrice, elle a coécrit une réactualisation du manuel de santé féministe Notre corps, nous-mêmes et vient de sortir son nouveau livre Impatiente, une exploration féministe du cancer du sein. Merci beaucoup Monia aussi d'avoir accepté l'invitation. Cet échange aura lieu avec la modération de Madame Gaïd Lemaner Idrissi, professeure de psychologie à l'Université Rennes 2, centre de recherche en psychologie, cognition, communication et également experte genre. Merci Gaïd aussi d'être parmi nous ce soir. Et sans plus tarder, je vous passe la parole.
Donc, bonne conférence à tous. Bonsoir tout le monde. Merci vraiment pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de cette discussion anthropologique et honorée de partager la table ronde avec Yannick Jaffré, dont je connais les travaux depuis plusieurs années. Merci à la TEP, merci à la MIR et à toutes les associations qui organisent ce débat. Je vais vous partager mon écran avec quelques slides que j'ai préparés, histoire d'avoir un visuel. Donc, voilà. Et donc, tout à l'heure, ça fonctionnait. Voilà, on y vient. Et donc, voilà, normalement, vous avez ma slide. Je vais faire ce qu'on s'est dit, c'est une première présentation d'un quart d'heure sur mes travaux. C'est un sujet très vaste et donc, ensuite, le deuxième temps d'échange permettra d'affiner en fonction des questions que vous avez. Comme le disait Fatma, moi j'ai commencé mon travail au Mexique, ça va faire une dizaine d'années. Je travaille sur la question de... J'ai analysé les conséquences des politiques de santé maternelle au Mexique, en particulier l'engagement du Mexique à remplir les objectifs millénaires du développement, qui sont maintenant les objectifs du développement durable, sur la diminution de la mortalité maternelle. Et donc, je me suis intéressée à ce que ça voulait dire en fait, pour les femmes, cet engagement et ce que le Mexique avait mis en place. Et ce que le Mexique a mis en place, c'est une médicalisation accrue de la santé reproductive en se disant, bon, bah, s'il y a le raisonnement, et je simplifie, hein, mais s'il y a une mortalité maternelle, c'est parce que les femmes n'ont pas accès aux hôpitaux. Donc, on va envoyer toutes les femmes à l'hôpital par divers moyens que je détaillerai, et ça diminuera la mortalité. Et en fait, si ça a fonctionné au début, au final, une médicalisation accrue, si on ne s'intéresse pas aux problèmes structurels qui sont la pauvreté, la question de l'accès qui nous intéresse ce soir, l'accès physique, géographique, les violences que peuvent vivre les femmes en fonction de leur origine ethnique, du fait d'être femme, etc. On ne peut pas résoudre cette question de la mortalité maternelle. Donc, ce que je vais présenter ce soir est axé sur mon travail au Mexique, qui indique aussi une tendance à la fois régionale, mais aussi globale. Et en travaillant sur la question des violences que les femmes vivent dans les hôpitaux, on se rend compte qu'il y a quelque chose vraiment de systémique qui dépasse le seul cas du Mexique et qui vraiment fait écho à ce qu'on voit en Afrique, en Asie et en France. Et il y a vraiment des formes de maltraitance, certaines sont spécifiques et d'autres sont vraiment globales. Et voilà, donc du coup, la question de la comparaison est quelque chose qui m'anime aussi. Et en revenant de mon travail mexicain, je me suis impliquée en France dans la question des violences obstétricales notamment. Et j'ai collaboré, comme le disait Fatma, à la réactualisation de l'ouvrage des années 70, Notre corps nous-mêmes, et recueilli des témoignages de femmes sur leur accès aux soins, et me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des parallèles assez frappants. Pour vous situer... alors, voilà. Pour quand même donner une idée régionale sur l'Amérique latine et la question des droits reproductifs, en fait, pardon, je vous partage une carte du droit à l'avortement qui, en fait, montre que l'Amérique latine, c'est un des pays... c'est une des régions du monde où il y a des pays qui criminalisent l'avortement sous toutes ses formes et quels que soient les cas de grossesse. Et c'est le continent où il y en a le plus. Donc, par exemple, vous avez l'habitude des réunions Zoom avec les chats. Voilà. Du coup, c'est par exemple, voilà, il y a le Salvador, il y a certains pays où, quels que soient les cas pour lesquels la grossesse a eu lieu, c'est passible d'emprisonnement. Et donc, il y a des femmes en prison, notamment pour des fausses couches, par exemple, qui sont soupçonnées d'avortement. Et donc là, sur la carte,
c'est en anglais, mais vous voyez, voilà, il y a en rouge foncé, c'est là où c'est complètement interdit. Ensuite, c'est permis dans certains cas, comme au Brésil ou au Mexique. Et au Mexique, je reviendrai parce que c'est un pays avec c'est géré de façon fédérale, donc chaque État a des lois. Il n'y a pas de loi nationale sur l'avortement pour voilà, sauver la vie des femmes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire entrer dans ces critères dans certains pays? Ensuite, pour préserver la santé, donc là, il y a eu des avancées assez récentes. Et ensuite, voilà, en vert, turquoise et en bleu, c'est des législations plus souples où en fait c'est selon les besoins des femmes, et là on inclut les besoins économiques et sociaux. Donc il y a quand même une diversité si on regarde les couleurs de cette carte, mais il y a quand même de nombreux pays qui sont en rouge et en rouge foncé. Et donc cette question en fait de l'accès aux soins, on ne peut pas la penser en dehors des conditions matérielles dans lesquelles les femmes vivent, et donc qui sont des conditions de marginalisation et de pauvreté extrême. Et par exemple, donc le Chiapas où je travaille, c'est l'État au sud du Mexique, donc c'est en rouge sur la carte de droite, à la frontière avec le Guatemala. C'est l'État depuis, voilà, les recensements successifs depuis des dizaines d'années montrent que cela reste l'État le plus pauvre du Mexique, où voilà, 76, plus des 3/4 de la population vit dans la pauvreté extrême. Et c'est un État très contrasté, avec des centres, voilà, la capitale et ce qu'on appelle la capitale culturelle où j'ai travaillé, San Cristobal de las Casas, où voilà, il y a une diversité économique, qui sont des pôles de migration à l'intérieur de l'État, et puis des zones très reculées, dans la jungle, la jungle lacandone, dans des régions, c'est des régions très montagneuses. Et donc là où l'hôpital le plus proche va être à voilà, 7 heures de route, par exemple. Donc, du coup, cette diversité pose la question de l'accès, et qu'est-ce que c'est un accès aux soins, et est-ce que l'accès doit être défini par l'hôpital le plus proche? Et le Chiapas est aussi l'endroit où il y a le taux de mortalité maternelle le plus élevé du pays, qui est bas comparé à d'autres endroits dans le monde, hein, j'en ai bien conscience, mais au niveau national, c'est 58,3 pour 1000 naissances vivantes, voilà, ce qui correspond en 2016 à 65 femmes décédées, et qui continuent à mourir malgré la voilà, volonté, le fait que le Mexique mise sur les accès à l'hôpital. Et donc, quand on parle voilà, de santé, ça, c'est un des axes de ma recherche. Moi, c'est plutôt, comme vous l'avez compris, santé reproductive au sens large. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces hôpitaux? Donc, j'ai mentionné la violence obstétricale. Il y a des taux de césarienne extrêmement élevés. Au niveau du pays, il y a des disparités, bien sûr, vous avez vu la taille du pays. Mais par exemple, dans l'hôpital public de San Cristobal, il y a 50% des accouchements qui ont lieu par césarienne. Ce qui est beaucoup, plus que ce que l'OMS recommande dans une population à bas risque, entre 10 et 15%. Dans des hôpitaux privés du nord du pays, on atteint les 80%, comme au Brésil, par exemple, où les césariennes sont programmées dès le premier rendez-vous de grossesse. Donc, il y a là aussi plein de facteurs qui jouent. Mais quand on regarde les très riches et les très pauvres, il y a des taux de césarienne très élevés. Et malgré une loi sur les violences obstétricales, et encore une fois, c'est fédéral, donc par exemple le Chiapas et plusieurs autres États, mais le Chiapas a passé une loi sur les violences obstétricales qui sont passibles de prison depuis 2015. En fait, ça n'a pas vraiment eu d'effet, et les violences continuent à être dénoncées. Il n'y a jamais eu de médecin en prison pour maltraitance. Donc, il y a aussi une limite à ce que la loi peut faire. Et donc, j'ai travaillé avec des sage-femme traditionnelle alors comment je change, voilà, sur une association qui s'appelle OMIECH, l'Organisation des médecins indigènes de l'État du Chiapas, et qui en fait positionne vraiment la question de la santé comme une question globale de voilà, la capacité à bien s'alimenter, à pouvoir avoir accès à des soins culturellement appropriés. Donc là, vous avez une photo d'une sage-femme traditionnelle qui utilise un stéthoscope, en fait, parce que voilà, elle actualise aussi sa pratique par des formations
du gouvernement, par des formations, pas elles, mais d'autres d'associations où elles renforcent les savoirs. Et donc, la définition de la santé qui inclut aussi le besoin d'avoir accès à un hôpital pour des questions urgences quand on en a besoin. Donc, c'est vraiment cette définition globale dans laquelle se placent les sages-femmes avec lesquelles j'ai travaillé. Et là, sur l'image d'illustration, c'est un livret qui a été publié dans les années 90 par l'association Mietsch, qui montre en fait le syncrétisme, ce qu'on appelle en anthropologie, voilà, le syncrétisme, là pour le coup, pas religieux aussi, mais médical, où on voit en fait, ça permet de repenser les catégories de traditionnel et moderne. Et même si moi, j'emploie le terme sage-femme traditionnelle parce que c'est comme ça qu'elles se définissent, du coup, il y a aussi voilà, la tradition est quelque chose en mouvement et quelque chose qui s'actualise. Et là, on voit bien sur cette illustration, voilà, qu'est-ce que c'est la médecine maya? C'est un livret là-dessus sur l'histoire de la médecine maya. Et donc, on voit ce qu'on va appeler un chaman qui fait une prière donc, au centre avec une croix. On voit un médecin qui utilise des plantes pour montrer que les plantes, en fait, la médecine biomédecine, c'est basé aussi sur les plantes. On voit des religieux qui ont interdit les médecines traditionnelles. Voilà, donc en fait, il y a tous ces mélanges-là qui font la médecine traditionnelle aujourd'hui au Mexique. Et la question que se pose l'association, c'est la question voilà, de l'accès aux soins et des soins culturellement appropriés. Ça veut aussi dire des soins où on peut s'exprimer dans sa langue. Et donc, le Chiapas, il y a 13 langues qui sont parlées en plus de l'espagnol. Aujourd'hui, il y a un quart de la population qui est considérée comme indigène dans le Chiapas. Ça en fait un des États avec le plus fort taux de population indigène, sachant qu'au Mexique, l'autochtonie est définie sur le critère de la langue. Donc, parler de Tzeltal, Tzotzil, ça va faire de soi une personne indigène et donc accès à des droits comme le droit à la terre, au Mexique, mais il y a pour des raisons qu'on voit aussi en France avec des personnes dont les familles ont migré, un arrêt de transmission de la langue de la part de la famille ou de communautés entières en se disant mes enfants seront mieux entre guillemets intégrés, vivront moins de discrimination s'ils parlent espagnol et pas tzeltal. Et donc ça fait qu'il y a des populations entières qui se définissent et ont les caractéristiques physiques et culturelles de populations tzeltal ou tzotzil, mais aux yeux de la loi mexicaine, ne peuvent pas avoir accès, par exemple, à la terre, à la médecine traditionnelle, voilà, le revendiquer en tout cas, parce que comme ils ne parlent pas la langue, ne sont pas considérés comme indigènes. Donc, cette question de l'autochtonie est très importante parce que c'est aussi une des bases de discrimination. Et dans les hôpitaux, notamment, dans les soins, enfin moi, les phrases que j'entends, que les femmes me rapportent sur la discrimination qu'elles vivent est souvent basée sur leur apparence physique et le fait qu'elles parlent pas espagnol, mais une autre langue. Et là, je vous enverrai le lien. Il y a un podcast qui s'appelle Notre Histoire, N'-A-U-T-R-E, de l'historienne Michelle Quiroz avec Angéline, qui, elle, raconte une autre histoire de la Abya Yala, donc l'autre nom du continent Amérique latine. Et il y a 2 épisodes sur les droits reproductifs, un sur les stérilisations forcées, notamment à travers l'exemple du Pérou, où il y a eu vraiment une politique d'État de stériliser les femmes indigènes, et un autre où j'ai participé, où je parle de l'histoire des sages-femmes traditionnelles plus en détail. Donc, je vous enverrai ces 2 liens-là. Et donc là, je voulais vous montrer un dessin et une image de soins culturellement appropriés, comme on peut dire, qui sont l'accouchement qui a lieu à domicile. Donc là, encore une fois, c'est des forts contrastes. Par exemple, au niveau national, il y a 98%, si on regarde les statistiques. Au Mexique, 98% des accouchements ont lieu à l'hôpital. On peut s'arrêter là. En France, c'est pareil. En France, il y a 2% qui ont lieu et encore 1% et quelques hors des structures hospitalières. Sauf qu'en fait, quand on regarde dans le détail et qu'on regarde dans les zones rurales, dans le Chiapas, il y a des zones rurales où, pour les questions que j'ai évoquées d'accès géographique, de déplacement, etc., les sages-femmes traditionnelles, elles ont accompagné 75% des accouchements. Et c'est des accouchements qui ont lieu à domicile. Donc, voilà, la posture aussi d'anthropologie, c'est d'aller creuser derrière ces chiffres et d'aller raconter des histoires pour montrer en fait comment vivent les personnes concrètement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon travail. Et donc là, par exemple, pour vous montrer, parce que c'est des images qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France.
un accouchement, on s'imagine que c'est allongé sur un lit obstétrical, les jambes écartées dans des étriers. Et en fait, il y a d'autres façons d'accoucher. Il y a aussi en France une revendication forte autour des maisons de naissance, de la naissance humanisée et des accouchements à domicile depuis quelques années. Donc, il y a ça qui commence aussi à revenir ou à remonter. Et donc, voilà, des positions dans lesquelles on peut accoucher, c'est debout, ce qui respecte aussi la physiologie et la gravité, puisque bon, pousser contre la gravité quand on est allongé, c'est pas très logique, mais c'est confortable pour les médecins. Donc l'accompagnement des sages-femmes, voilà, vous voyez, les femmes sont vêtues quand elles accouchent, donc c'est très gênant et agressif pour des femmes qui, voilà, qui ont l'habitude d'avoir accompagné elles-mêmes ou vu des accouchements, enfin ont l'habitude d'être vêtues et pas dévêtues même au moment de l'accouchement. Quand elles se retrouvent dans un hôpital seules, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement possible de la famille, face à des médecins qu'elles ne connaissent pas et on les met toutes nues. En fait, qu'on les met nues, c'est assez violent. Et l'accompagnement des sages-femmes, sur la droite, vous voyez Doña Margarita Pérez qui nous a quittés il y a 1 ou 2 mois, là maintenant déjà, qui avait 89 ans et qui était un des piliers de sa communauté, une communauté vers Chenalot, Tzotzil, et qui, elle, était non seulement sage-femme, mais aussi guérisseuse, aussi rezadora, ça veut dire qu'elle fait des prières, elle a tous les rituels de protection. Et là, c'est une photo au début d'une rencontre de sage-femme. Il y a toujours une partie cérémonielle, spirituelle. Et donc là, voilà, elle allumait des bougies, il y avait des fleurs pour bénir en fait la rencontre et continuer à avoir la protection. Et donc, l'accompagnement qu'elles font les sages-femmes va au-delà du physiologique, comme on peut l'imaginer dans un, si on se passe du point de vue biomédical, mais est tissée de confiance. Et cette confiance, elle vient aussi d'une sécurité culturelle que peuvent ressentir les femmes quand elles accouchent avec des femmes qui leur ressemblent, qui parlent leur langue, qui connaissent leurs problèmes et qui, en fait, savent ce qu'elles sont en mesure de faire ou pas. Parce que les conseils d'éviter de porter des charges lourdes, etc., c'est idem en France, hein, quand il y a des femmes des classes populaires à qui on dit il faut vous reposer pendant votre grossesse. En fait, il y a certaines femmes qui n'ont pas le choix et qui doivent continuer à travailler parce que leur famille en dépend. Et donc, leur santé, en fait, elle passe après celle des autres. Et donc là, c'est voilà, c'est ma dernière slide pour après pouvoir laisser le temps à la discussion. Mais du coup, je voulais vous montrer ce que font les sages-femmes et les femmes par rapport à ces changements, aux violences aussi, et comment est-ce qu'elles militent dans leur pratique pour cette question de l'accès aux soins et du respect des volontés des femmes. Et donc là, c'est 3 illustrations complètement différentes. Donc en haut à gauche, c'est un atelier de la Omietch auquel j'ai participé en 2015. Et en fait, ce que fait l'association, c'est qu'elle va dans les villages et elle invite les femmes, les enfants, les hommes, toutes les personnes intéressées du village pour parler de santé. Et ça se fait avec des images, c'est très dynamique. Et donc, les participants et les participantes partagent leur savoir, leurs difficultés, parlent du fait que, en fait, il n'y a plus de plantes. Les plantes qu'elles avaient l'habitude d'utiliser pour se soigner ont disparu. Donc, maintenant, il faut aller à la pharmacie. Donc, il faut acheter un médicament. Donc, ça fait des nouveaux coûts. Elle parle des changements, des nouvelles maladies, des cancers qui arrivent. Et donc, en fait, l'association, en faisant ça, veut renforcer ce qu'on appelle la santé communautaire et donc renforcer les savoirs des personnes pour prévenir les risques pendant grossesse, accouchement, mais avec des conseils vraiment ancrés dans le quotidien des femmes et qui ne sont pas déconnectés comme parfois peuvent l'être. Et c'est pas, enfin c'est presque évident quoi, des personnes qui ont étudié dans la capitale, qui sont pas du tout au fait de ce qui se passe dans le Chiapas, qui parlent pas le tzeltal et qui sont parachutés là parce que les étudiants en médecine ne choisissent pas là où ils vont faire leur internat, ils sont classés en fonction du classement on choisit. Personne choisit le Chiapas en fait. Donc du coup, qui sont assez déconnectés dans les centres de santé et qui aussi n'ont pas de moyens, de médicaments, etc. La deuxième illustration en bas, c'est des sages-femmes qui, elles, se forment avec le gouvernement. J'ai écrit là-dessus, donc je pourrais en parler beaucoup plus longuement, mais assez rapidement. En fait, c'est des formations chaque mois dans les centres de santé pour être reconnus et pouvoir avoir le droit d'accompagner les accouchements. Un droit qui, en fait, c'est pas illégal du tout, mais
voilà, le fait de s'inscrire permet, lorsque, voilà, s'il y a un problème ou quoi, de dire, mais moi, je vais au centre de santé, moi, le centre de santé me connaît. Et donc, elles y vont chaque mois et elles collaborent notamment à un projet d'hôpital interculturel. Et donc là, c'était le 5 mai 2015, la journée internationale des sages-femmes, où elles avaient fait une petite manifestation sur la place centrale de Saint-Cristobal, donc pour montrer aussi nous existons, nous voulons être valorisées parce qu'elles ne sont pas payées. Ça, c'est un autre sujet. Et, pardon. Le poster, c'est un collectif qui s'appelle Casa Gandhi, qui est de femmes voilà, vraiment de différents horizons, pas forcément indigènes, jeunes, moins jeunes, etc., et qui ont imprimé des triptyques. Donc, il y en a un voilà, sur la santé des femmes. Donc, ça, c'est les plantes qui peuvent aider pour les infections vaginales. Il y en a un sur les plantes qui aident à l'allaitement. Et il y en a un troisième, mince, ça m'échappe, mais enfin, voilà, c'est à chaque fois sur des plantes. Et je trouvais ça important voilà, que ce soit des femmes et qui récupèrent aussi, qui transmettent de façon différente avec un autre public aussi plus jeune, plus peut-être réseaux sociaux, ces savoirs-là pour qu'ils continuent à être transmis et à marquer le mot d'autonomie. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est central. Parce que la question de pouvoir avoir accès aux soins, connaître son corps et savoir se soigner et savoir aussi quand est-ce qu'il faut se rendre dans des structures hospitalières, c'est une question d'autonomie qui est vraiment très, très importante. Voilà, donc je m'arrête là et j'ai hâte de la suite des échanges. Merci. Bien. Voilà, Oui, un grand merci Mounia. Je pense que ce qui avait été prévu initialement dans le déroulé, c'est que Yannick intervienne aussi, qu'on fasse ensuite une synthèse avant de donner la parole au public. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Yannick pour son intervention. Merci beaucoup et bon, merci aux organisatrices et aux organisateurs. Et peut-être un remerciement particulier à Fatma qui a eu la gentillesse de me joindre et qui me permet de vous parler ce soir et surtout de vous écouter. Voilà, donc accès à la santé pour les femmes, je vais juste ébaucher quelques petites questions. En un quart d'heure, on ne peut pas tout traiter et le sujet est très vaste. Mais je vais essayer juste de parler de santé maternelle en soulignant que malheureusement, ce terme de santé maternelle se décline très vite parce que c'est la réalité des chiffres et la réalité des situations. Malheureusement, il se décline très vite en mortalité maternelle. Alors, juste pour commencer, je vais vous donner 3 chiffres. Je ne vais pas du tout abuser des chiffres, c'est pour essayer de décrire un peu l'ampleur des questions dont on traite ce soir. Il y a à peu près, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais aux environs de 500 000 femmes, un peu plus, un peu moins, je pense que c'est sans doute un peu plus, 500 000 femmes à peu près qui meurent chaque année dans le monde pour des raisons qui sont liées à la grossesse ou à l'accouchement. Parmi ces 500 000 femmes, il y en a à peu près 200 000 qui décèdent en Afrique subsaharienne. Et 3/4 de ces décès pourraient être évités par des mesures à la fois médicales et par d'autres mesures. Et donc, voilà, ce qu'on voit bien, c'est simplement, quand on retient ces chiffres, c'est l'ampleur du problème. On peut souligner l'ampleur des financements, ça a fait partie des objectifs du millénaire, c'était avant, ça faisait partie de la santé pour tous il y a bien longtemps, déjà en l'an 2000. Ça fait partie de divers financements et donc il y a une préoccupation internationale, il y a une situation locale, et il y a quelque chose qui peine à se mettre en place. Et c'est autour de cette question, de cette difficulté à mettre des choses en place, à réduire cette mortalité maternelle, que je vais essayer de réfléchir, enfin en tout cas d'essayer de tracer quelques lignes avec vous ce soir. Alors, on peut remarquer que les femmes, nos amis et collègues épidémiologistes réussissent à situer parfaitement la question des causalités immédiates de décès de ces femmes. Elles meurent d'hémorragie, d'éclampsie, d'infections, de dysfonctionnements, de dystocies diverses, mais
globalement, on a un ensemble de causes médicales. Mais ce qu'on peut remarquer de façon très simple, c'est que ces causes médicales qui provoquent des décès dans certaines situations ne provoquent pas de décès dans d'autres situations. Ça veut donc dire que ces causes médicales, elles produisent des décès dès lors qu'elles entrent dans des agencements qui sont des agencements spécifiques, c'est-à-dire des lignes de conjugaison entre différents facteurs qui viennent construire ces dysfonctionnements physiologiques comme étant des causes de mortalité. Alors, je vais travailler simplement avec vous sur ce qu'on pourrait appeler un ensemble de variables discontinues. Je sais qu'à l'école, on dit qu'il ne faut jamais additionner des poires et des pommes. Je pense que c'est vraiment une grande erreur et que la notion d'agencement, ça permet justement de connecter un ensemble de variables que parfois on ne connecte pas ensemble et qui appartiennent à des mondes différents. D'un côté, la santé, des questions de société, des questions économiques, des questions de genre. Et on voit bien qu'on a là des sphères différenciées, mais que si on veut comprendre un phénomène, il faut les articuler de façon intelligente pour qu'elles rendent, pour réussir à rendre compte du réel. Alors, disons trois grandes lignes dans ces agencements. Ce n'est pas un scoop que je vais vous apporter là ce soir, mais trois grandes lignes sur lesquelles on peut peut-être essayer de réfléchir. Premier point qu'on peut remarquer comme règle, comme première cause, disons, de mortalité maternelle, c'est la question de la fécondité, ce qu'on a appelé la règle des trop d'enfants, trop tôt, trop tard, trop rapprochés. Donc, forte fécondité, je ne vais pas revenir sur les données, mais voilà, forte fécondité. Deuxième cause, et Mounia l'a évoqué, c'est la question du personnel et notamment du manque de personnel, notamment des sages-femmes, en milieu rural. Et le troisième point, c'est un ensemble de dysfonctionnements dans les structures de santé, y compris dans les structures de référence que parfois on nomme SONU, c'est-à-dire les structures dans lesquelles on prend en charge les femmes qui présentent vraiment des facteurs de risque d'un point de vue médical extrêmement important et qui doivent être prises en charge de façon extrêmement solide et extrêmement structurée et rapide. Alors, bien sûr, ces trois très vastes ensembles, très vastes dimensions, elles sont toutes englobées dans un ensemble de précarité, de difficultés, de multiples dysfonctionnements liés à l'État, liés à l'économie, etc. Mais je ne peux pas aborder ça. Je vais simplement essayer de voir parce que, à la fois, ça me semble peut-être le plus important, et aussi parce que je crois que c'est important de raisonner avec des termes comme ceux de facteurs modifiables. Et je crois qu'il y a des facteurs qu'on peut difficilement modifier, comme la structure de l'État, des États postcoloniaux ou la façon dont l'économie vient gérer ces pays. Et puis, en revanche, on peut peut-être travailler à partir de formation, à partir de dialogue, sur ces facteurs, disons, modifiables, qui sont la façon dont des acteurs, construisent l'histoire. Et avec comme hypothèse, qui est l'hypothèse toujours de l'anthropologie, c'est de dire que si les gens n'ont pas raison de faire ce qu'ils font, ils n'agissent jamais sans avoir des raisons de le faire. Et donc, quelles sont les raisons d'agir de ces acteurs qui sont en présence et qu'est-ce qui vient expliquer cette forte mortalité maternelle? Alors, le premier point, c'est la question de la fécondité. La question de la fécondité, on peut là aussi la détacher, essayer de la comprendre en isolant différents, je sais bien que c'est un peu arbitraire, mais en essayant d'isoler différentes composantes de cette fécondité. Premier point, c'est que pour pouvoir utiliser des moyens de contraception ou réduire sa fécondité, il faut tout d'abord le vouloir. Alors, on voit bien que là, dès lors qu'on est dans le vouloir, qui est un vouloir à la fois singulier, personnel, mais qui est aussi une forme de vouloir social, la façon dont une société crée des inclinaisons pour des êtres, eh bien, du point de vue des sociétés africaines et notamment des sociétés rurales, il y a de multiples raisons de ne pas trop vouloir une restriction de sa fécondité. D'abord parce que pour les femmes, accéder à un statut social plein et entier, notamment de femmes mariées, réussir à avoir une descendance qui va permettre ensuite d'avoir des vieux jours protégés par ses enfants, ça demande à avoir une fécondité importante. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans la fécondité, c'est savoir.
Alors, savoir, ça veut dire avoir une certaine connaissance de son corps. Dans des enquêtes que l'on a pu réaliser dans 5 pays, quand on demande aux femmes d'essayer de parler de leur corps, elles ont une vision intuitive de leur corps qui est tout à fait rationnelle, mais malheureusement qui est entièrement fausse, qui est celle de penser qu'à la fin du cycle, l'utérus est ouvert parce qu'il a permis l'écoulement du flux menstruel, qu'il se referme à un certain moment du cycle entre le 10e et le 15e jour, et puis qu'il s'ouvre ensuite pour de nouveau pouvoir permettre l'écoulement du sang menstruel. Et vous voyez qu'on a là une image contre-intuitive, mais à quel point le manque de savoir est quelque chose qui crée des risques de tomber enceinte quand on ne le souhaiterait pas. Alors, bien sûr, on peut penser qu'il y a énormément de choses qui se disent sur la sexualité. Le problème, c'est que je pense que là, il faut distinguer énormément la sexualité qui se dit par des plaisanteries, par des allusions, par des jeux, d'un savoir sur la fécondité qui est quelque chose qui, normalement, devrait pouvoir se dire avec des mots précis, mais qui, malheureusement, ne se dit pas entre les mères et les filles, à supposer que les mères le sachent, voire même des fois entre les éducateurs et les enfants, notamment dans les écoles, simplement parce qu'il y a là des interdits de langage qui jouent aussi dans les relations intergénérationnelles. Je n'ai pas le temps de parler de ça, mais on voit bien que là, la question du savoir est des fois érodée par ces questions et ces dimensions sociales. Troisième point, c'est la question du pouvoir. C'est une banalité de le dire, mais je pense que c'est toujours important de le souligner, c'est que la contraception vient séparer la fécondité du désir. Il y a bien des sociétés où l'expression du désir comme un droit légitime est quelque chose qui est embarrassant. Pour une jeune fille, pouvoir dire « je souhaiterais avoir des relations sexuelles » sans qu'elles soient liées à la fécondité, c'est parfois extrêmement difficile, pour au moins 2 raisons. D'abord parce que les relations de genre et les relations sexuelles sont incluses dans un ensemble de règles normatives, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient sociales. Donc on a des relations sexuelles à l'intérieur du mariage ou après diverses cérémonies. Et aussi parce que dans bien des sociétés, on cultive un idéal qui est un idéal de maîtrise de son corps. On l'a vu dans les sociétés chrétiennes avec les périodes de carême. On le voit dans les sociétés musulmanes avec la période du Ramadan, qui est une autre forme de carême, qui non seulement doit permettre de comprendre ce qu'il en est des plus pauvres et de partager un peu leurs difficultés, mais c'est aussi la marque d'une capacité à maîtriser son corps, ses appétits gastronomiques, mais aussi ses appétits sexuels. Et on voit bien qu'on a là quelque chose qui, dans le pouvoir, fait qu'il y a une difficulté, en tout cas, à pouvoir énoncer dans une parole légitime ce qu'il en serait de son désir. Alors, deuxième point, évidemment, le pouvoir des hommes, qui par la fécondité montrent leur virilité et qui sont en général très peu favorables à la contraception, mais qui aussi surveillent et pensent pouvoir surveiller la stabilité de leur couple et de leur femme notamment, en pensant que, par leur fécondité, par la fécondité, ils peuvent surveiller la fidélité de leur femme. Et on voit bien comment là, il y a des agencements complexes que je ne peux pas trop détailler, mais entre le désir, la fécondité et la fidélité. Voilà un ensemble de questions qui sont liées. Alors, ce qui fait que aller demander de la contraception pour une jeune fille, c'est quasiment impossible, parce que ça voudrait dire je veux avoir des relations sexuelles en dehors des normes, en dehors de toute norme sociale, en dehors de toute norme religieuse, et simplement pour affirmer un désir qui apparaît comme n'étant pas légitime. Et pour les femmes mariées, c'est extrêmement difficile aussi d'aller demander de la contraception, puisqu'après tout, pourquoi est fait le couple, si ce n'est pour favoriser la fécondité et montrer la virilité du mari. Et donc, on voit bien que d'une certaine façon, il y a besoin de contraception, mais cette contraception, elle, malheureusement, elle n'est pour personne. Et c'est pour cela que l'on voit énormément de femmes, à la fois qui achètent des moyens de contraception avec des petites voyageuses là, qui passent de maison en maison et qui cachent sous des savons des moyens contraceptifs plus ou moins réels, ou alors des femmes qui demandent des produits injectables parce que ça permet, une fois qu'on a eu une injection, d'être tranquille pendant 3 mois et de ne plus en parler et de se dire « Ah, après tout, je ne comprends pas pourquoi je ne tombe pas enceinte ». Deuxième point, c'est la question des personnels de brousse. On regrette énormément,
et il y a plein de projets qui coûtent très cher de la part de l'OMS pour essayer d'envoyer les sages-femmes en brousse. Mais les sages-femmes, ce ne sont pas uniquement des sages-femmes, ce ne sont pas uniquement des professionnels, ce sont aussi des actrices sociales. Ces sages-femmes, quand on regarde leur origine sociale, en général, elles viennent de milieux urbains et des milieux de la bourgeoisie urbaine. Elles n'ont donc en général pas beaucoup de connivence et surtout aucune envie d'aller en brousse. Par ailleurs, quand elles ne sont pas mariées, aller en brousse, c'est vraiment c'est perdre ses chances de trouver un époux qui sera un époux convenable. Dans le meilleur des cas, on sera courtisé par l'instituteur qui est en dessous de sa classe sociale et donc aucun intérêt pour une jeune fille d'être épousée par un instituteur. Pour celles qui sont mariées, ça veut dire abandonner leur mari en ville. Et avec, dans des enquêtes que j'ai pu réaliser, des maris qui disent écoute, si tu n'es pas là, de toute façon, il y en a d'autres qui seront là. Et dans certains cas, je prendrai une coépouse. Et quand elles ont des enfants, ça veut dire renoncer à l'éducation de leur enfant, soit dans les écoles privées, si elles veulent les emmener avec elles en brousse, soit déléguer la tâche d'apprentissage scolaire des enfants à diverses jeunes filles, à des tantes, à des grands-parents, etc. Et donc avoir une complexité de vie extrêmement grande. Et en plus, une jeune fille qui se retrouve seule en brousse, eh bien, elle se fait courtiser par le soignant, par les soignants les plus gradés, par les médecins, des fois par les sous-préfets ou par les préfets. Quand elles refusent, elles sont affectées dans des postes plus difficiles. Et quand elles acceptent, elles deviennent un peu les femmes de tout le monde et elles perdent leur statut et leur identité de façon extrêmement péjorative pour elles-mêmes. Donc, vous voyez que, alors je durcis un peu les traits, bien sûr, mais vous voyez que là encore, cette question d'envoyer des sages-femmes en brousse, de les envoyer en périphérie, c'est quelque chose qui touche à l'articulation entre les destins sociaux et les obligations professionnelles de ces sages-femmes. Troisième point, ce sont les dysfonctionnements des services de santé. On l'a vu, les premiers articles que j'ai pu écrire là-dessus, ça date déjà de 1994, avec Alain Prual, sur la question des violences des sages-femmes. On a à peu près partout en Afrique de l'Ouest des formes de violence qui sont différenciées. Je vais essayer de revenir un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, on a continuellement des formes, disons, de corruption, de petite corruption, c'est-à-dire que les consultations prénatales qui devraient servir à détecter des facteurs de risque sont avant tout utilisées, ou tout au moins en même temps utilisées, pour que les jeunes femmes puissent nouer des relations particulières avec les sages-femmes, qu'elles vont d'ailleurs en général ensuite appeler par un terme de parenté, on va les appeler tantis, elles vont payer souvent entre 15 et 20 000 CFA, et puis petit à petit, elles vont nouer une relation, ce qui va leur permettre au moment de l'accouchement d'appeler leur sage-femme pour avoir un accouchement personnalisé, y compris dans les structures publiques. Alors pourquoi ça? Bien, c'est parce que l'hôpital est ainsi fait, il est à la fois pauvre, il y a beaucoup de monde, on a besoin, donc je le disais, les sages-femmes ont besoin de générer des ressources parce qu'elles-mêmes, il faut qu'elles payent pour l'éducation de leurs enfants, il faut qu'elles payent leur voiture, il faut qu'elles payent leur maison, il faut qu'elles payent tout. Et le fonctionnement de la société globalement est une société réticulaire où quand on veut un compteur électrique, il faudra payer le compteur électrique. Et donc on a besoin toujours de disponibilité financière. Et donc on a à la fois besoin de disponibilité financière, et puis on a aussi un système où on a une demande qui est énorme avec une offre qui est restreinte. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Alors ça donne des mobilisations différenciées entre les femmes qui viennent accoucher. Il y a celles qui existent d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'elles ont été déjà nommées antérieurement dans les consultations prénatales, parce que c'est la femme du médecin, parce que c'est la femme du douanier, parce que c'est la femme d'un responsable administratif. Et donc celles-ci, elles ont une existence. Et puis il y a des femmes qui n'ont pas d'existence. Elles arrivent et c'est trop tard pour nouer une relation quelconque. Et donc elles arrivent, elles n'ont pas de moyens, elles n'ont pas d'existence et donc elles passeront après. Et ça veut dire que, alors c'est quelque chose qui semble un petit peu choquant, mais quand on passe nous aussi dans la rue et qu'on donne par exemple 1 euro à un mendiant, on ne donnera pas forcément 1 euro au deuxième mendiant, ni 1 euro au troisième mendiant. Ça veut dire que tout à fait comme nous, les professionnels de santé mettent en place une éthique sélective, dont la formule est assez simple, puisqu'on ne peut pas tout faire pour certains, on fait tout
pardon, excusez-moi, puisqu'on ne peut pas tout faire pour tout le monde, on fait tout pour certains et rien pour d'autres. Et on va avoir continuellement ces dysfonctionnements dans une même salle d'accouchement entre des sages-femmes extrêmement attentives et qui mettront en œuvre toute leur technicité, et de l'autre côté, des femmes qu'on va laisser accoucher seules en gémissant, etc. Alors, juste pour signaler, c'est-à-dire qu'on parle souvent de violence, mais je crois qu'il faut tout à fait les distinguer. Mounia a un petit peu évoqué ces questions de langue. Je crois qu'il y a différentes choses qui choquent les femmes, les parturientes quand elles accouchent. Il y a un ensemble de violences verbales, des insultes, des injures, etc. Il faut regarder tout ça avec beaucoup de circonspection, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire, c'est assez compliqué, on a affaire à un lexique qui est prononcé dans les langues locales, qui est un lexique extrêmement péjoratif et insultant dès lors qu'il touche à la sexualité, alors que pour les sages-femmes, ça fait partie, disons, des habitudes. Il y a quelque chose là qui joue, qui n'empêche pas, disons, les insultes, et quand il y a des insultes, étrangement, et je vous renvoie à ce que je disais sur cette distinction entre sexualité, désir, fécondité, etc. Mais les insultes portent toujours sur la sexualité, sur le désir et jamais sur la fécondité. C'est-à-dire qu'on va dire à une femme « Ah, quand tu étais avec ton mari, tu ne te plaignais pas autant ». Et vous voyez, on va avoir toujours cette articulation extrêmement complexe. Autre violence qui apparaissent, c'est les violences vraiment au moment de l'expulsion. C'est-à-dire que les sages-femmes, sans doute stressées par le moment de l'expulsion, d'ailleurs elles disent toutes, à ce moment-là, on a deux vies en main, celle de l'enfant et celle de la mère. Donc, si les femmes n'accouchent pas, alors on frappe. Et effectivement, elles frappent en général l'intérieur des cuisses, elles peuvent frapper autrement, mais en général, là, il y a une violence. Alors, quand on jouxte plutôt ces questions à la fois de langage utilisé, qui semble un peu ordurier, péjoratif, en tout cas dans les langues locales, et de l'autre côté, ces formes de violence au moment de l'expulsion, on a quelque chose qui est un ressenti de la violence. Alors, juste pour terminer, parce que je vois qu'une main s'est dressée pour me dire de stopper. Alors, bien sûr, une société, c'est faite de l'articulation entre des dynamiques de dedans et des dynamiques du dehors, comme le disait Georges Ballandier. Alors, il y a bien des choses qui se passent actuellement dans les sociétés contemporaines. Il y a la mondialisation, avec des circulations de novellas brésiliennes qui donnent d'autres statuts aux femmes. La circulation des films pornographiques qui obligent à repenser la sexualité autrement. Par exemple, ce qu'on appelait le French kiss maintenant à Bamako, on appelle ça languer. Vous voyez, c'est mon ami Abdourahmane Koulibaly qui me racontait ça. Il y a des mouvements de femmes qui bien évidemment, sont maintenant repris par un ensemble d'actrices locales. Mais vous voyez qu'il y a ces dynamiques du dedans qui viennent rentrer dans des dynamiques du dehors, qui sont articulées les unes aux autres et qui créent des changements sociaux. Alors simplement, 3 points pour terminer, et ça va me prendre 2 minutes. Comment penser cette question de la mortalité maternelle et de la santé maternelle? Bien évidemment, en essayant de favoriser ces questions de soins médicaux, parce que malheureusement, aucune matrone traditionnelle n'a pu prendre en charge une éclampsie ou une hémorragie. Et donc, il faut assurer des soins qui soient des soins de qualité techniquement importants pour sauver ces femmes. Mais il y a peut-être 3 petits points sur lesquels il faut réfléchir, c'est que partout, le corps de la femme est aussi un corps social et un corps politique, et on le voit bien dans ces tensions qu'il y a et dans les systèmes normatifs qui définissent le corps de la femme. Le deuxième point, c'est que la mondialisation fait que le monde n'a plus de centre et que dans cette confrontation de normes, il va y avoir de nouvelles identités, et je pense que nous-mêmes, nous représentons une sorte de nouvelle identité ou de nouvelles manières de travailler. Et puis, je crois que ce qu'il faut aussi, c'est peut-être réfléchir à cette construction extrêmement complexe des corps professionnels, notamment en Afrique, où la langue d'apprentissage, et c'est une particularité, je pense, pas uniquement de l'Afrique, mais de tous ces pays construits à l'époque postcoloniale, c'est que les langues d'apprentissage, l'anglais ou le français, qui sont en général des langues neutres, puisque c'est un français et un anglais scientifique, ne sont jamais les langues de la pratique. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose d'important, parce qu'il y a des champs sémantiques qui sont taxés, disons,
enfin, qui sont difficiles à utiliser dans les pratiques. Et puis, il y a quelque chose comme les éthiques locales qui doivent se dire aussi pour être partagées dans les langues locales. Voilà, merci beaucoup et désolé d'avoir peut-être un peu dépassé. Non, pas du tout. C'était passionnant. Merci à tous les deux pour vos interventions respectives. Elles étaient différentes, mais néanmoins, on retrouve des points communs, notamment par rapport à la violence. Et ce que je dirais, je vais vous faire réagir sur cette thématique. Finalement, ce qu'on retrouve, le point qui pourrait fédérer vos deux interventions, porte sur une certaine discontinuité. C'est-à-dire que ces femmes souffrent aussi d'une discontinuité de la langue, discontinuité des pratiques. Quand Mounia nous dit qu'effectivement, qu'une femme habituée à accoucher, habillée, se retrouve nue devant des inconnus, on imagine bien la violence que cela peut être. Et puis aussi, cette absence de continuité. Vous allez me dire si moi, c'est l'hypothèse que je fais, mais vous l'avez de toute façon implicitement évoqué. Cette absence de continuité vient aussi du fait que le personnel n'est pas adapté à la population. Donc, on en vient tout de suite à la formation et puis aussi au désir de vouloir pratiquer la médecine auprès de ces femmes. Bien souvent, ça nécessite une sorte d'exil de la part du personnel médical, ce qui est coûteux. Et tous ces éléments-là ont effectivement une incidence. Alors, je voudrais aussi que vous nous fassiez peut-être un parallèle avec ce que l'on peut observer en France. Est-ce que pour vous, il y a des situations analogues? Est-ce qu'il y a aussi justement ces ruptures avec, est-ce que vous avez des informations sur des femmes qui vivent dans des déserts médicaux? Parce que ça peut exister. Est-ce qu'il y a des points communs entre ce que vous avez pu observer, soit en Afrique, soit au Mexique, et des situations que vous avez pu recenser ou que l'on vous a raconté, des situations qui pourraient être analogues? Alors, vous pouvez intervenir l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Je ne sais pas, je laisse la parole à Mounia si elle le souhaite. Non? Vas-y. D'accord. Alors, oui, effectivement, sur les discontinuités, je pense qu'elles sont fortes. Ces discontinuités linguistiques, ça fait vraiment des années que je me bats pour qu'elles soient prises en compte. Et j'ai tenté, en tout cas, d'introduire dans différentes facs de médecine en Afrique cette prise en compte des questions de traduction. Il y a un auteur sénégalais, Bachir Diagne, qui dit que la seule langue universelle, c'est la traduction. Et je pense que c'est à peu près ce que l'on peut dire de plus intelligent. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il y a à la fois des questions de traduction, on le voit du côté des pathologies. Vous voyez, quand par exemple, quand un paludisme se nomme une fièvre, enfin, en langue bambara parlée au Mali, on dira soumaya, c'est-à-dire à la fois de la lenteur et de la fraîcheur. Vous voyez que lenteur-fraîcheur, c'est enfin, comme le diraient les linguistes de façon plus technique, les champs sémantiques ne sont pas isomorphes et donc on va avoir un système d'interprétation entre ce que dit le soignant et ce que va comprendre le patient qui sera quelque chose d'extrêmement différent. Et quand on va dans les pharmacies, ce qu'on appelle les pharmacies parterres, on aura au contraire des termes qui seront liés aux langues locales. Et donc, on aura presque une incitation à utiliser des produits des pharmacies parterres, qui des fois et bien souvent sont des produits de contrebande, plutôt que d'aller en pharmacie. Il faudra demander en français, en passant par l'écrit et avec des sommes apparemment plus importantes, en tout cas pour acheter ces produits. Donc, cette question des discontinuités, c'est vraiment une question majeure et je pense que la question, en tout cas pour l'Afrique, la question de la traduction doit être vraiment quelque chose de pensé dans les facs de médecine. Mais cette question de la traduction, elle est aussi importante en France. Quand quelqu'un dit « j'ai un infarctus », pour dire une fracture du cœur ou pour supposer une fracture du cœur, on voit bien qu'il n'est pas dans le champ sémantique de la science. Et donc, cette attention portée à l'autre, vous voyez, Emmanuel Levinas a une merveilleuse formule, il dit « l'autre est la question dont je ne suis pas la réponse ». Et vous voyez, il y a
cette sorte d'interrogation de l'autre, c'est quelque chose qui doit être constamment central à l'intérieur des dialogues soignants-soignés. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de voir, et ça, je crois qu'on ne l'aborde pas suffisamment, c'est que cette discontinuité, elle est aussi interne au corps professionnel, de différentes manières. D'abord parce qu'ils apprennent en langue française, qu'ils vont travailler dans les langues locales. Aussi parce qu'on ne leur montre pas, et pour les sages-femmes, c'est très visible, qu'elles abordent leur travail de santé aussi comme un travail moral. Et par exemple, quand elles disent à une femme qui se plaint au moment de l'accouchement, quand elles lui disent « Oh, arrête de te plaindre », qu'est-ce que c'est si ce n'est de revenir sur les conceptions populaires de la douleur, où une femme doit accoucher au Sahel dans le silence, et où on pense, même en Europe, on pensait aussi que la douleur de l'accouchement, on appelait ça le mal joli, parce que c'était une douleur qui faisait que la femme devenait vraiment femme, et à ce moment-là, on lui disait « mais tu n'as pas à te plaindre de cette douleur qui te fait devenir, enfin, assumer ton identité pleine ». Et donc, je crois que c'est important aussi de montrer qu'il y a dans ce travail de soignant un travail moral et que, comment dire, il y a aussi parfois très discrètement des discontinuités qui se mettent en place. Alors je crois que du côté de la France, ces questions se retrouvent, que ce soit dans la question des traductions, c'est redoublé dans des travaux qu'on a pu faire un peu, commencer à faire un peu à l'hôpital de la Timone à Marseille. On se rend compte qu'il y a plus d'une centaine de langues aussi qui sont parlées. Et donc, la question de la traduction est importante. Comment on fait maintenant dans ces mondes mondialisés pour transmettre des informations? Et il y a aussi une traduction des manières de corps, l'expression de la tristesse, les formes de l'accouchement, les modalités de l'accouchement qui doivent être prises en compte. Et je pense que c'est vraiment cette articulation entre des données socioculturelles, mais qui ne veulent pas dire revenir à de l'ancien, mais c'est articuler le technique avec des raisons sociales d'agir. Merci. Mounia? Oui, en fait, pour le parallèle avec la France, vraiment, je me suis rendu compte que quand je suis revenue en France et que j'ai commencé à présenter mes travaux sur sur les violences obstétricales, notamment au Mexique, dans l'assemblée, souvent, on me disait « Ah oui, c'est très malheureux, mais c'est au Mexique ». Et en fait, ça m'a vraiment poussée. C'est pour ça aussi que j'ai commencé aussi à travailler, à recueillir des témoignages en France, parce qu'il y a quelque chose d'universel. Et les phrases que Yannick vient de prononcer, on les entend en espagnol, on les entend, cette violence verbale sur la sexualité, ce parallèle avec « tu criais pas comme ça il y a 9 mois », etc. C'est vraiment c'est structurel à la médecine et à la façon dont la gynécologie obstétrique s'est construite sur le corps des femmes et sur le corps des femmes racisées en particulier. Et ça, on en a encore aujourd'hui des conséquences. Et ce que disait Yannick m'a fait penser au syndrome méditerranéen, dont je trouve important de parler, qui est le stéréotype associé aux femmes nord-africaines, mais en fait aux femmes non blanches, aux femmes noires et aux femmes nord-africaines ou du sud de l'Europe, qui est qu'elles crient pour rien, elles exagèrent leur douleur. Et ça, c'est un stéréotype raciste et sexiste qui existe encore aujourd'hui. Et certaines gynécologues rencontrées me disent que clairement, c'est ce qu'on leur a enseigné dans leur pratique, en fait, à se méfier de ces patientes-là. Et donc, ce qu'on appelle la racisation des patientes et le traitement différencié, on a l'habitude, ou entre guillemets, quand j'en parle du Mexique, on dit ah ben oui, il y a des langues différentes et tout, donc il y a toute la question de la langue, mais il y a autre chose, il y a le racisme en fait lié à l'apparence de la personne, et peu importe, ça transcende la classe, peu importe le niveau d'études des femmes, si ce sont des femmes noires, elles sont traitées différemment des femmes blanches. Et donc ça, c'est important effectivement de l'avoir en tête. Et la deuxième chose, c'était sur l'accès aux soins, donc qui est aussi
stratifié selon le lieu. Et donc, les déserts médicaux, on le voit très fortement. Moi, je le vois dans les 2 sujets sur lesquels j'ai travaillé, qui sont donc la grossesse, l'accouchement et le cancer du sein plus récemment, où les accès aux soins des femmes dans les zones rurales en France ne sont pas du tout les mêmes. Et là, en présentant mon livre Impatiente, j'ai des témoignages de femmes voilà, qui ont des cancers jeunes, qu'on ne croit pas. Ça, peu importe zone rurale ou urbaine, mais qui, en fait, du coup, comme il n'y a qu'un seul médecin ou il n'y a pas de spécialiste, eh ben, elles vont s'arrêter là. Et en fait, c'est un cancer et donc il y a du retard et elles doivent venir à Paris se faire soigner parce que c'est là où sont les instituts. Et donc, cette inégalité territoriale est très forte et il y a des conséquences sur la santé des femmes. Dans l'accouchement, parce que les transferts, je parlais du Chiapas avec 7 heures de route en France, dans le Cantal enneigé, en fait, on y est presque aussi. Hein. Donc, du coup, il y a aussi ces déserts médicaux où en fermant les petites maternités et en créant des méga maternités, et ben, en fait, on coupe des femmes des soins et donc ça a un impact vraiment concret sur la santé. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Effectivement, on peut imaginer tout à fait le stress que ça peut impliquer chez une personne si elle doit aller se faire soigner à 100, 150 km, loin des siens, face donc à des soignants qu'elle ne connaît pas. Ça engendre aussi effectivement, ça a un impact extrêmement négatif sur la prise en charge et on peut imaginer les conséquences. Ça, ce sont les faits. Vous avez parlé l'un et l'autre de manière différente de la formation. Est-ce que, à votre avis, cette prise de conscience est effective, en tout cas à travers vos travaux, et je sais que c'est très difficile j'imagine, de les généraliser. Pensez-vous que certains médecins, au moins, aient pris conscience et font des efforts pour s'adapter et font des efforts pour former de plus jeunes médecins pour justement qu'ils soient capables d'avoir finalement une attitude ajustée pour aller vers l'autre et partir en fait de ses considérations, de son langage, de son éthique, de ses habitudes pour justement faire en sorte que cet accouchement soit plus bienveillant, on peut dire les choses de cette manière-là, en tout cas moins violent. Est-ce que cette dimension existe dans la formation ou pas du tout? Alors, ce que je voudrais, c'est commencer peut-être par nuancer un peu cette question de racisation, à la fois parce que les observations que j'ai pu faire, elles sont en Afrique où tout le monde appartient à la même origine. Et en fait, il y a là des confrontations, par exemple, des femmes du Sahel, normalement accouchent en essayant de ne pas gémir. C'est ce que l'on appelle en bambara Moussokele, la bataille des femmes. C'est pour ça qu'il y a un de mes bouquins qui s'appelle La bataille des femmes. Et donc, c'est le statut de la douleur qui est différent. Des femmes de la côte, par exemple, qui sont Togo, Bénin, pour aller un peu vite, ont l'habitude d'exprimer leur plainte parce que aussi, dans la Bible, on dit « tu accoucheras dans la souffrance » et on oublie trop que au Moyen-Âge, des femmes qui ne pleuraient pas au moment de l'accouchement pouvaient être brûlées comme sorcières. Et donc, je crois qu'il y a là des incorporations de normes et des fois des sortes de conflits de normes qui peuvent se jouer, par exemple, entre des sages-femmes sahéliennes et des femmes de la côte, ou y compris, par exemple, même une sage-femme sahélienne, quand elle va accoucher avec ses consoeurs, si elle se plaint trop, on ne va pas la frapper, bien sûr, mais on pourra lui dire, écoute, tu dois tenir ton statut. Donc, il y a quelque chose aussi sur le statut de la douleur, et cette douleur très spécifique, ça a été un enjeu pour les femmes. Certaines femmes ont refusé la péridurale, par exemple, parce qu'elles pensaient que la douleur était nécessaire pour, disons, symboliser d'une façon ou d'une autre le passage de l'enfant de l'intérieur à l'extérieur, pour que l'enfant assume une identité pleine et entière. Donc, je crois que c'est important. Et dans des enquêtes que l'on a pu faire, notamment à l'hôpital de Saint-Denis, mais aussi ici à la Timone, concernant les personnels de santé, ils avaient une grande attention envers les femmes africaines. Ce qui était intéressant, c'est que d'une certaine façon, ils se trompaient tout le temps, parce qu'ils avaient des stéréotypes, justement, en disant, mais bon, elle est venue, peut-être qu'elle n'a pas compris, etc. Et des fois, par exemple, ils se disaient, peut-être elle n'a pas compris, alors que c'était une universitaire africaine. Et donc, en voulant presque trop bien faire et en agissant sur des stéréotypes,
En gros, il se trompait. Mais moi, pour ce que j'ai vu, par exemple, des accouchements de Comoriennes ou beaucoup de populations sahéliennes à l'hôpital de Saint-Denis, j'ai eu toujours des personnels de santé extrêmement respectueux et qui, au contraire, étaient plus précautionneux avec les populations qui venaient de l'étranger. J'ai pas eu de cas qui soient des cas, disons, enfin, de perceptions qui seraient des perceptions malveillantes. Alors maintenant, je crois que pour la question des médecins, je pense que là encore, bon, si des gens sont intéressés, c'est un très gros travail qu'on a fait dans 9 pays avec un ensemble de pédiatres et dans un film qui est facilement trouvable sur Internet, qui s'appelle Inspédia, Enfants et soins en pédiatrie en Afrique. Il y a un moment, parce qu'on a observé aussi ces situations de violence avec des enfants, notamment des enfants en oncopédiatrie ou des enfants. Enfin, et en fait, ce que l'on voit bien, c'est qu'on a des professionnels de santé qui sont formés et de mieux en mieux formés. Enfin, ils ont des formations tout à fait d'un niveau international. Le problème, c'est qu'on oublie trop aussi que dans la pratique de la médecine, il y a ce que certains appelleraient des objets cognitifs, par exemple un thermomètre, un tensiomètre, voilà, ça sert à penser et c'est un pan de la médecine. Des objets commissionnaires, comme un dossier, quand il n'y a plus de dossier, ben, on ne sait pas d'où vient la personne. Mais tous ces objets, enfin, aussi simples que ça, c'est-à-dire un stéthoscope, un dossier que l'on peut suivre, sont des objets qui disparaissent. La possibilité, par exemple, de faire une césarienne rapidement dans une salle d'op aseptisée peut aussi manquer parce qu'il y a une coupure de courant, comme je l'ai vu dans certains endroits. Et alors, on a des professionnels de santé qui sont bien formés, mais dont le statut professionnel se délite à mesure qu'ils travaillent. Et non seulement leur statut professionnel se délite, mais en plus, ils se retrouvent dans des obligations qui sont des obligations pécuniaires aussi. C'est-à-dire que quand on a réussi médecine, c'est qu'on a été aidé par les siens. Donc, il faut bien renvoyer un peu l'ascenseur, aider ses proches et donc faire passer ses proches avant les autres. On a tout un ensemble de relations. Et ces professionnels de santé sont dans des situations extrêmement difficiles. Et quand on interroge, par exemple, les pédiatres, comme je l'ai fait, en leur disant mais racontez-moi votre travail, eh bien, il y a des gens d'une cinquantaine d'années, parfois profs agrégés, qui se retrouvent alors qu'ils sont face à la caméra et qui se mettent à pleurer en parlant de leur travail. Et je pense qu'il n'y a aucune accusation souvent à avoir envers les professionnels de santé, mais ce qu'il faut, c'est aussi prendre soin des professionnels de santé, c'est-à-dire trouver pour eux des solutions pour qu'ils puissent travailler dans des conditions acceptables et réaliser pleinement ce pourquoi ils se sont formés. Alors bien sûr, les niveaux comment dire, de gentillesse ou d'attention portée à l'autre sont variables selon les individus, mais je pense que c'est absolument pas les uns contre les autres, mais c'est réussir à construire un espace d'interaction qui soit un espace pacifié parce qu'on aura trouvé les moyens de le faire. Et la formation, et notamment, moi je suis sensible au fait que par exemple en Afrique, on est, en tout cas dans toute l'Afrique sahélienne, maintenant on a réussi à introduire des cours d'anthropologie de la santé. Bon, c'est justement à l'anthropologie de la santé, non pas d'aller dire on est pour le traditionnel, ce qui, comme le disait Mounia, ça ne veut rien dire. Le traditionnel d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'hier. On est toujours dans l'histoire. Mais la question, c'est comment on peut réconcilier ces univers techniques avec des systèmes de normes corporelles et une attention portée à l'autre, donc un fonctionnement éthique qui soit cohérent avec les univers dans lesquels on se trouve. Je comprends. Merci pour cette réponse extrêmement complète et précise. Mounia, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi, j'ai travaillé, j'ai rencontré au Mexique des médecins qui, du coup, un médecin qui parlait tel et Tzotzil et qui, du coup, formait ses pairs à l'interculturalité et donc vraiment une... sauf que son statut dans l'institution, c'était voilà, le parent pauvre aussi... Donc, mais il y a des initiatives comme ça. En France, il y a un DU qui vient d'ouvrir
à la Pitié-Salpêtrière, voilà, avec Laura Berlingot, entre autres, des gynécos impliqués sur la question des violences obstétricales. Il y a voilà, dans certaines universités aussi des cours d'anthropologie de la santé, et il y a des jeunes médecins qui forment des collectifs et des associations. Et j'étais à la manifestation samedi contre les violences sexistes et sexuelles, et il y avait une gynéco qui disait en fait, parfois j'ai honte d'être gynéco. Donc en fait, c'est important que ces personnes-là prennent la parole. Et pour moi, il est aussi important de distinguer les conditions de travail, j'ai parlé du Chiapas où en fait il n'y a pas de médicaments, donc c'est pas comparable avec ce qu'on vit en France, mais notamment dans la question voilà, du cancer du sein, ma co-autrice Maëlle Sigono décrivait voilà, des conditions où il n'y avait pas de douche, elle n'a pas eu de douche pendant 8 jours dans l'institut, donc c'est pas possible. Et donc ça, c'est des conditions structurelles dans lesquelles il faut s'allier contre ça, mais il faut aussi s'allier médecins, patientes et tout le monde. Et c'est aussi mon propos de dire même les personnes qui ne sont pas concernées ou par les violences obstétricales ou par la question du cancer ont aussi un rôle à jouer. Et c'est en écoutant les récits des violences qu'on va permettre aussi à la profession de changer et de se remettre en question. Donc, voilà, c'est important vraiment pour moi de dire que le contexte dans lequel on travaille n'excuse pas en fait des actes, et c'est ce que disait Yannick, des personnes voilà, qui vont être plus bienveillantes que d'autres, etc. On est avec des êtres humains, mais effectivement, d'avoir fait 36 heures de garde, c'est inhumain. Et c'est un système qui maltraite les futurs médecins et qui casse les médecins au cours de leurs études. Et ça, il y a aussi quelque chose d'assez universel. Donc, il faut lutter ensemble contre ça. Mais je serais quand même attentive à ne pas excuser des actes violents de par des conditions de travail, parce qu'il y a des personnes qui ont les mêmes conditions et qui, en fait, continuent à trouver le respect pour la personne en face. Oui, tout à fait. Il s'agit d'un écosystème et il s'agit d'en trouver l'équilibre de multiples façons. Je pense qu'on peut demander si les auditeurs souhaiteraient intervenir. Il y a sûrement des questions dans le public. C'est Sarah qui va gérer. Alors, dans le chat, il n'y en a pas eu pour l'instant, donc c'est le moment aux unes et aux autres voilà, d'allumer. Alors, Fatma, je sais qu'elle avait des questions sous le coude, donc. D'accord. Et sinon, voilà, pour les autres participants, n'hésitez pas à lever la main ou à poser votre question dans le chat ou allumer votre caméra, sachant que vous êtes enregistré pour poser vos questions ou poser des réactions à ce qui a été dit préalablement. Eh bien, on donne la parole à Fatma, si elle a préparé des questions. Ça ne sera pas moi. J'ai à côté de moi Christiane David, sage-femme ici à Rennes, qui voudrait intervenir. Très bien. Bonsoir Christiane. Oui, bonsoir Gaï, tu es ravie Et oui, ça fait longtemps, on se connaît, mais voilà, ça fait longtemps. C'est ravi. Je suis ravie de cette soirée, et puis je ne remercierai jamais assez Fatma de m'avoir embarqué dans son aventure. On aura peut-être l'occasion d'en dire deux mots. Moi, la réflexion que j'avais, c'est sur la question des violences insidieuses, qui rejoint les conditions de travail d'ailleurs. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans différents centres de formation auprès de sages-femmes en France, le positionné là, des violences insidieuses auprès des populations migrantes d'exil, où j'ai eu des retours de gens en formation qui ont observé ce qui se passait dans les lieux de soins et qui ramenaient des situations de violence insidieuse. C'est-à-dire que dans des centres où il y a une forte concentration de travail, de charges qui ne cessent d'augmenter auprès des soignants avec les moyens qui ne cessent de diminuer, eh bien, j'ai l'impression que les populations qui vont le ressentir le plus, cette violence-là, ça va être les populations migrantes. Parce que ne vivant pas comme les autres, et sur des afflux, des lieux de concentration où ces personnes-là vont se retrouver, eh bien, la tolérance de la part des équipes qui sont surpressurisées, là, les projections vont émerger, et ça peut être d'une violence terrible, est terriblement insidieuse, c'est-à-dire ah bah oui, pour son allaitement, cette dame-là, on la laisse, elle le fait à l'africaine. Ah ouais, ok, mais bon, c'est quoi cette histoire-là? Et différentes autres choses très... Ah, c'est pas de la violence proprement dite, mais pour moi, c'est très violent.
parce que ça marque quelque chose de l'ordre d'une forme de racisation de certains modes de vie, de certaines façons de s'occuper de son bébé, et le personnel va devenir violent sans s'en rendre compte, forcément, et ça c'est terrible. C'est terrible parce que c'est une autre forme de violence et qui pour moi est absolument insupportable. Il y a les explications, vous le disiez très bien, des conditions de travail qui sont, on le connaît dans le secteur public, terribles, hein, ce qui n'excuse en rien. Et donc ça fait partie du travail de formation que j'essaye de réfléchir justement avec les futurs professionnels sur ce qu'ils peuvent observer pour comprendre de quoi il s'agit. Donc c'était ça, moi, que j'avais envie d'apporter. C'est les réflexions qui me sont venues en vous entendant. C'était très intéressant, j'ai appris des choses très pertinentes. Merci beaucoup pour ce commentaire, Christiane. Fatma, vous aviez une question? Non. S'il n'y a personne qui veut intervenir. Alors, je ne sais pas. Sarah, est-ce que tu as des questions? Il n'y a pas une question, mais il y a une réaction, je pense, pour Mounia peut-être plus, parce qu'il y a des questions d'Amérique latine dans le chat. Gagna, je crois, qui réagit et qui dit que les sociétés d'Amérique latine sont très patrimoniales, patriarcales, je suppose, que les hommes n'écoutent pas les femmes. Donc voilà, c'est une réaction partagée, je pense, pour le propos de Mounia. Mais Fatma aussi, je ne sais pas si Mounia veut réagir, mais sinon, effectivement, Fatma, je crois, avait des questions de toute façon. Oui, je vais juste dire que le patriarcat est partout et qu'en fait, les formes de contrôle et d'oppression sont différentes à différents endroits du monde. Mais qu'en fait, ce qui est important aussi pour moi quand on travaille sur les violences, et c'était intéressant que Gaïd termine aussi avec cette question-là, c'est de voir le positif. Et je pense que les femmes luttent avec les outils qu'elles ont dans chaque endroit du monde différemment. Et sont en mouvement, et c'est aussi important de voir à la fois les solidarités qui peuvent exister à l'international et en même temps prendre conscience des enjeux et ce que Yannick Jaffray disait sur la contraception et qu'est-ce qui est possible en fait de faire, quelle stratégie de résistance on peut mettre en place à notre échelle. Donc je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Mounia, sur la question de prise de parole. Donc, excusez-moi, j'ai perdu ma question. Donc, c'était la question de prise de parole. Donc, il y a une artiste gabonaise, là, dernièrement, que j'ai entendue, qui dit que les anciens lui ont dit que la parole, ce n'est pas un instrument pour les femmes. Et donc, elle est slameuse, et donc comme elle revendique son droit à la parole. Mais vous avez dit aussi, Yannick, que les mouvements de mondialisation, aussi, il y a dans un article, j'ai lu qu'il y avait des mutations sociales donc, qui conduisent les populations à revendiquer une offre de santé qui correspond à leurs attentes. Donc, les populations ne sont plus dans cette obéissance et cette soumission à la médecine, mais plutôt dans un mouvement de revendication d'un droit à la parole pour les femmes et pour les enfants. Vous dites que c'est un mouvement porteur d'espoir, j'espère bien, mais aussi de difficultés, je pense, pour les personnes qui revendiquent. Mais ceci me renvoie aussi à une phrase de Cynthia Fleury qui dit que la déverbalisation, donc, c'est une source de désindividuation. Et donc, et aussi qu'on ne peut pas penser l'injustice sociale si elle n'est pas parlée. Donc, mais comment voyez-vous ou imaginez-vous concrètement les transformations portées par de telles revendications? Quels espaces ont ou auront les femmes et les enfants pour s'exprimer? Quel mouvement, je veux dire, je ne sais pas si... à Monia aussi, je pense qu'en Amérique latine, il y a ce mouvement aussi, donc voilà. Je peux dire un mot. Je voudrais juste reprendre sur la première intervention de Christiane David. Globalement, en disant je suis d'accord, mais je pense qu'il faut toujours aussi nuancer énormément. J'ai fait pas mal de formations, par exemple ici, à Marseille, pour
des professionnels de l'enfance, enfin de petite enfance, etc. Parce que bon, Marseille est une ville de forte migration. Et alors, j'avais fait quelque chose, on m'avait interrogé sur les enfants, et j'avais dit que, bon, c'est toujours trop large, mais j'avais dit que, par exemple, en Afrique, souvent, quand un enfant naissait, on allait le voir, et puis on disait « Ouh là là, comme il est vilain », etc. C'est-à-dire qu'on ne disait pas « il est beau », mais on disait « comme il est vilain », mais la gestuelle montrait qu'on l'aimait. Mais simplement, on ne voulait pas faire trop de compliments pour ne pas attirer l'oreille de la mort. Et donc, c'était une sorte de pratique qu'on appellerait propitiatoire. Enfin, en gros, on protégeait l'enfant. Et bon, voilà, et je m'étais cru très malin en faisant ça. Et puis, 15 jours après, je suis revenu, bon, j'ai retrouvé un peu ce groupe. Et puis, il y a une dame qui est venue me voir en me disant, vous savez, maintenant, quand j'y vais, je ne dis plus jamais un seul compliment aux enfants. Hein. Vraiment, maintenant, j'arrive et je dis, ouh là là, il n'y a rien du tout. Et vous voyez, alors, j'avais peut-être été maladroit, mais en même temps, c'est très compliqué de réussir à négocier d'un côté entre ce qui est de l'ordre effectivement d'une racialisation, enfin, ou d'une vision péjorative de l'autre, enfin de non-reconnaissance de l'humanité de l'autre, c'est possible. Quelque chose qui est un agacement parce qu'on est irrité, parce qu'on est toujours irrité quand on ne comprend pas l'autre. Il y a quelque chose, on a l'impression qu'il résiste. Enfin, c'est tous les travaux de Paul Ricoeur qui montrent bien que ce qui pose problème, c'est que comme l'autre a des catégories de pensée différentes des nôtres, c'est comme s'il critiquait les nôtres. Enfin, donc il y a quelque chose là qui est toujours un peu compliqué. Et puis de l'autre côté, des fois, une tentative pour bien faire, mais qui tombe à côté. Et je pense qu'il faudrait réussir, et ça fait partie à la fois d'une démarche, disons, analytique, mais je pense qu'en même temps, c'est une démarche politique de bien réussir à séparer ces groupes entre, disons, ceux qui veulent volontairement je ne sais pas, avoir une attitude raciste, qui sont condamnables, et puis les autres qui sont voilà, soit dans une sorte d'incertitude, d'agacement, après tout, pourquoi pas, on est tous agacés comme ça, et puis d'autres qui veulent bien faire et qui se plantent à tous les coups. Et je pense qu'il faudrait distinguer ça. Alors maintenant, sur la prise de parole, moi je l'ai vu, alors, c'est pas pour ne pas répondre, mais dans des travaux que l'on a fait, qu'on continue à faire, par exemple sur les enfants, on avait des enfants, alors c'est un peu différent, mais les enfants qui sont des acteurs faibles, qui vont à l'hôpital, qui n'osent pas parler, qui en plus, enfin, dans leur éducation localement, on leur apprend à respecter les gens plus âgés, donc à se taire, etc., qui en plus sont malades et qui ont peur, enfin il y a tout un ensemble de ça, les enfants ne disaient rien. Et les pédiatres avaient des fois une attitude extrêmement touchante avec eux, et puis des fois aussi, pouvaient être aussi, dans les soins, il y a ce qu'on appelle une cécité empathique transitoire, c'est-à-dire on dit aux enfants, bah, je vais te faire mal, mais c'est pour ton bien. Et puis le problème, c'est que des fois, ça déborde parce que le coup d'après, on fait mal et puis on s'en fout. Et donc, il y avait tout un ensemble de choses que je décris plus précisément par ailleurs. Mais une des manières qu'on a eu de travailler, ça a été de demander à l'enfant de dessiner sa maladie, de dessiner sa douleur, de dessiner les soignants, de dessiner les copains qu'il voyait à l'hôpital, de dessiner l'hôpital. Et puis, avec ça, de faire un petit livre et de le montrer aux soignants en disant, voilà, les enfants, ils ont tout compris. Par exemple, il y en a qui meurent. Ils ont compris aussi qu'il y a un infirmier qui a la main lourde et qui pique sans faire attention, et puis un autre qui est plutôt gentil. Et donc, on a mis ces enfants en existence à l'intérieur des structures de santé. Et mettre ces enfants en existence, ça permet, donc c'est une prise de parole, on favorise la prise de parole, et donc petit à petit, ça permet de transformer un peu les choses. Dans les maternités, c'est des choses que l'on a faites aussi. Par exemple, on reste dans les services jour et nuit pendant 2 mois, 3 mois, on regarde ce qui s'y passe. Et puis au moment du staff, on est là, et puis un médecin va dire « Ah oui, c'est une éclamptique, elle est morte d'une tension élevée. » Et donc on dit « Ok, mais enfin c'est un peu comme dire mon chat est gentil parce qu'il est gentil. » Et donc on dit non, c'est Madame X qui avait 3 enfants chez elle,
qui est venue, elle est restée allongée dans le couloir, elle y a passé 3 heures, des gens sont passés à côté, personne ne l'a regardée, et donc elle est décédée à cause de ça. Et petit à petit, ce que l'on fait, que ce soit pour ça ou en organisant des types de rencontres entre des femmes qui ont accouché et des sages-femmes, ou d'autres professionnels de santé, c'est essayer de reconstruire du dialogue et de montrer, disons, de remettre en existence les gens. Et je crois que ce qui est important là-dedans, c'est surtout de ne jamais mettre les patients contre les personnels de santé, mais de montrer que les patients et les personnels de santé sont liés dans un pacte de soins, je reprends le terme de Paul Ricoeur, ils sont liés par un pacte de soins. Et c'est ensemble qu'ils vont réussir à améliorer ce pacte de soins, ou tout au moins à le respecter. Mais on prend bien soin, disons, de confronter les soignants et les patients, mais de jamais opposer les patients et les soignants, parce que les deux groupes ont des raisons particulières d'agir, et que ces deux raisons ne sont pas forcément des raisons de mettre en œuvre de la violence de façon inutile ou de façon simplement volontaire pour, je ne sais pas, à des fins ludiques, ce serait absurde. Et donc, on essaye de reconstruire ce pacte de soins. Voilà. Très bien. Merci. Sarah, je crois qu'il y a plusieurs questions dans le... Oui, tout à fait. Il y a des questions notamment sur ce que peut faire le droit international pour influer sur ces situations de violence, notamment avec des exemples qui sont donnés comme la politique de stérilisation forcée au Pérou, financée en partie par les États-Unis. Enfin, voilà, du coup, que peut faire le droit international dans ces situations? Et puis après, il y a eu quelques remarques qui étaient des réactions aux propos d'avant. Mais voilà, j'ai surtout noté cette question-là. Et Marlise qui lève la main depuis longtemps aussi. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez répondre. Marlise, et comme ça on répond aux deux. Oui. Oui, bonsoir. Je suis Marlise. Je suis originaire de l'Afrique centrale et je retrouve dans ce que vous dites, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Oui, parfait. Comme je vous disais, je suis originaire de l'Afrique centrale et j'ai été vraiment très touchée par tout ce que vous avez dit et je remercie Madame El Kotni et Monsieur Jaffré pour cette intervention. Je retrouve dans ce que vous me dites des souvenirs de mon enfance. Quand moi je suis partie d'Afrique, j'étais encore jeune. Et aujourd'hui, j'espère que je ne m'éloigne pas trop du sujet, parce qu'on retrouve une autre problématique auprès des femmes en Afrique, puisque la maternité définit souvent le statut social de ces femmes-là. On retrouve aujourd'hui, et j'ai un exemple concret dans ma famille, des vendeurs de rêves pour celles qui n'ont pas d'enfants. Elles ont 50 ans, elles ont même des fois 60 ans. Il y a des cliniques spécialisées qui leur promettent contre beaucoup d'argent de faire revenir leur menstrues. Pour celles qui sont déjà en ménopause, on leur dit qu'on va leur donner un traitement qui va faire revenir la menstruation et qu'après, elles vont pouvoir, avec une aide médicamenteuse, avoir un bébé. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des problématiques que vous avez rencontrées dans votre parcours? Oui, enfin, je peux… Juste un mot, effectivement, la question de la stérilité des femmes en Afrique est une question majeure. Et il y a énormément, alors vraiment énormément de pseudo-guérisseurs, de petits marabouts, enfin, etc., qui dépouillent entièrement les femmes qui sont à la recherche d'un enfant. C'est quelque chose d'absolument catastrophique. Alors, je ne connaissais pas cet exemple de clinique plus ou moins moderne. Enfin, je ne sais pas s'il faut la taxer de moderne, mais en tout cas, ce que l'on voit bien, c'est tout ce secteur à la fois, disons, magico-religieux et néo-traditionnel, gagne énormément d'argent sur la question de la stérilité parce que pour les femmes,
la première salutation dans un mariage, c'est que le mariage vienne avec des bras et des jambes. Et une femme qui n'a pas des enfants très rapidement après le mariage commence à s'inquiéter énormément. Donc, voilà, enfin, en tout cas, on ne peut pas penser, disons, avec beaucoup de guillemets, le trop de fécondité sans penser la douleur de la stérilité, l'extrême douleur de la stérilité. Et je pense que là, on a aussi, alors, je ne vais pas être trop bavard, mais on a aussi quelque chose qui est assez important, qui est vraiment un changement, enfin, des mentalités, puisque la question de la fécondité a toujours été très importante. On trouve ça même dans les vieilles chansons, dans les contes, enfin, qui datent des fois du XVIIe, XVIIIe siècle en Afrique. Mais ce que l'on voit bien, c'est que, par exemple, quand on était au Niger, par exemple, en pays Zarma-Songhai, le premier enfant d'un couple était donné aux grands-parents. Et c'était une façon de montrer, ou alors quand une coépouse ne pouvait pas avoir d'enfant, on pouvait lui prêter un enfant. Et les enfants circulaient comme ça dans le groupe familial pour bien montrer que l'enfant était avant tout l'enfant de la famille. Et bien sûr, ils savaient qui étaient ses parents. Et les parents avaient parfois un attachement particulier envers leurs enfants, souvent, enfin, mais en même temps, ça montrait que, disons, l'enfant était celui du groupe, et donc le phénomène de stérilité était un peu apaisé, un peu lissé par ces pratiques sociales qui maintenant ont de moins en moins cours, puisqu'on a des familles qui sont de plus en plus des familles nucléaires, notamment en milieu urbain. Voilà, enfin, je ne suis pas sûr d'avoir répondu tout à fait à votre question, mais en tout cas, c'est un champ d'études tout à fait important. Oui, je rejoins aussi le lien avec maintenant les familles nucléaires, la migration vers les zones urbaines et le fait que voilà, on vit de plus en plus en famille, voilà, parents-enfants. Et donc, ça met en évidence ces parcours procréatifs qui, avant, avaient des stratégies sociales. Et moi, je pense aux sages-femmes au Mexique qui, voilà, quand des femmes, dans un contexte où l'avortement est pénalisé, dans un contexte très fortement catholique aussi, quand les femmes, jeunes femmes souvent, venaient en début de grossesse en disant « aidez-moi, je peux pas garder cet enfant », bon, essaye de les convaincre, etc. Et ils lui disent si toi tu ne veux pas le garder, moi je garderai ton enfant. Avec l'espoir qu'au cours de la grossesse et de l'accouchement, ça s'apaise avec la famille et les gardes. Mais c'est des pratiques aussi où les sages-femmes adoptent en fait ces enfants-là. Et il y a des sages-femmes que je connais qui elles-mêmes n'avaient jamais pu avoir d'enfants et en fait élevaient les enfants de femmes qui n'en voulaient pas. Donc il y a aussi cette notion que l'éducation se fait dans un cercle plus élargi que celui que on connaît voilà, dans des zones urbaines en ce moment. Et du coup, pendant que j'ai la parole, je vais reprendre la question qu'on avait eue sur le droit international. Mais merci Marlise pour cette question. J'ai mis dans le chat, j'avais écouté Doris Bonnet il y a quelques années parler de travaux sur la procréation médicalement assistée en Afrique et le marché que ça représente. Donc ça m'a fait penser, c'est pas non plus mon domaine de spécialité, mais peut-être que de ce côté-là, vous pourrez trouver des choses qui vous intéressent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sur le côté du droit international, c'est une question importante, notamment, je l'ai rencontré sur les violences obstétricales, puisqu'une des stratégies des féministes, des associations qui accompagnent les femmes qui ont vécu des violences en Amérique latine, mais aussi en France, une des questions, c'est est-ce qu'il faut inscrire les violences obstétricales dans la loi? Est-ce que ça permettra des sanctions? Donc, c'est un débat qui a encore lieu voilà, en France. En Amérique latine, il y a des pays, et je vous expliquais que dans le Chiapas, notamment, il y a une législation sur le sujet. Il y a des cas de violence obstétricale qui sont arrivés devant la Cour nationale des droits humains mexicaine. Et donc, c'est plus une stratégie de visibilisation plutôt que d'obtention de réparation ou de quoi que ce soit, parce que les sanctions, au final, sont symboliques quand il y en a, mais ça permet en fait de donner aussi une certaine valeur à ces combats-là. Une autre alternative ou une autre chose aussi qu'étudient des collègues anthropologues, c'est la question de la justice communautaire, et notamment dans le cas du Pérou, en fait. J'ai l'impression
pour voilà, ce que j'ai lu et discuté sur le cas du Pérou et des stérilisations forcées institutionnalisées, que la justice, c'est une question voilà, de reconnaissance en fait de cet ethnocide par le gouvernement, mais ce qui permet de se réparer, c'est aussi voilà, la parole, on y revient, hein, ça a été évoqué tout à l'heure par Fatma, la parole, la reconnaissance dans le cas du génocide au Guatemala. En fait, quand tous des villages entiers sont impliqués dans des massacres, qu'est-ce qu'on fait? On emprisonne tout le monde. Est-ce que la prison est une solution? Et donc, la justice communautaire permet en fait d'avoir des sanctions et des réparations, d'obtenir une réparation qui satisfait les personnes qui ont été victimes. Donc, voilà, ça va être des dédommagements en travaux, plein de façons qui sont imaginées par les communautés. Et voilà, c'est aussi une voie qui permet d'obtenir la réparation que la justice étatique ou même internationale ne permet pas toujours. Je ne dis pas que c'est l'une ou l'autre, je trouve que c'est important de les articuler ensemble. Si je peux juste aussi un peu gloser là-dessus, je pense c'est vraiment une question extrêmement importante qui est celle en fait des confrontations normatives à une échelle mondialisée. Je crois que c'est vraiment important parce que on voit bien que, par exemple, des grosses institutions comme l'UNICEF ou l'OMS, quand on regarde les enfants, à la fois elles disent qu'elles interviennent auprès des enfants, ce qui n'est pas faux, mais en même temps, elles construisent des enfants. C'est-à-dire que, par exemple, des enfants qui travaillaient sur les marchés, qui portaient les paquets, etc., finalement, c'était de petits adultes ou de petits entrepreneurs qui travaillaient et qui, d'emblée, se présentaient comme des professionnels ou comme des acteurs professionnels. Et puis, l'UNICEF dit, mais non, ce sont des enfants qui doivent être scolarisés, qui doivent être choyés, etc. Et donc, l'UNICEF vient construire une nouvelle catégorie de l'âge avec des prérogatives qu'on appelle les enfants. Et c'est ce que l'on voit aussi quand on dit les enfants ne doivent pas travailler jusqu'à tel âge et tel âge. En tant que citoyen, bien sûr, j'ai des positions là-dessus, mais en tant qu'anthropologue, je suis obligé de me dire, après tout, c'est une confrontation normative entre, d'un côté, disons, des univers de sens, des systèmes de sens qui étaient découpés par une société et qui sont redécoupés par une intervention extérieure. Alors, je crois que, par exemple, ces questions du droit international, le droit international, il rentre aussi dans des systèmes culturels, dans des mondes culturels qui, des fois, ont d'autres normes, d'autres systèmes normatifs. Quand on prend, par exemple, et vraiment, je prends ni un parti critique, ni un parti laudatif, enfin, en tant qu'anthropologue, mais on voit, par exemple, il y a eu 2 tentatives de réforme du droit de la famille au Niger et au Mali, qui ont été contrecarrés par des mouvements islamistes très intégristes, en tout cas qui se présentaient musulmans de façon très intégriste. Et par exemple, le droit à l'héritage des femmes, au lieu d'être amélioré, a été péjoré. Et donc, je pense qu'il y a là, il faut bien voir que ce droit international, il rentre dans d'autres systèmes normatifs qui sont des systèmes construits par d'autres systèmes de légitimité, la religion, l'identité locale, enfin, ou en tout cas ce qui est proclamé comme une identité locale ou traditionnelle. Et on va avoir un ensemble de compromis, de dialogues et souvent de confrontations. Alors, peut-être le troisième point là-dessus, c'est qu'il me semble que ce qui est extrêmement important, en tout cas dans les formes de reconnaissance, de prise de parole et de repérage, de transmission de ces propositions du droit international et des mouvements des femmes, c'est vraiment la presse. Et je crois qu'il y a vraiment tout un travail à faire sur la presse. Et en quelques années, il y a eu un basculement. Ça reste encore, disons, un peu la voix du pouvoir ou la voix des autorités. Mais en même temps, ce que l'on voit apparaître, c'est un radio-trottoir. Des gens qui, au lieu que ce soit la parole qui tombe sur les populations, c'est les populations qui prennent la parole pour dire ce qu'elles pensent. Et par exemple, on a eu alors des scandales qui ont été construits par la presse quand il y a eu certaines femmes qui sont mortes pour des erreurs médicales, notamment mortes en couche. C'est quelque chose d'important. Et dans la situation de Covid,
une des choses malheureusement importantes et malheureusement à quoi a pu servir le Covid, c'est que les frontières ont été fermées. Et une partie des élites riches des pays d'Afrique n'ont pas pu voyager pour se soigner. Et certaines personnes vraiment de la très haute bourgeoisie, voire des instances politiques extrêmement élevées, comme des responsables du Parlement, enfin des secrétaires du Parlement, malheureusement sont décédés dans les hôpitaux locaux, obligeant les élites à voir ce qu'il en était de l'hôpital, mais en même temps à se préoccuper de l'hôpital, eux qui d'habitude se soignaient en Europe ou aux États-Unis. Et je crois que, en tout cas, une attention portée à la presse, aux articles de presse, à voir comment ces articles de presse, enfin presse écrite, mais aussi télé et radio, je pense que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une prise de parole qui est extrêmement importante, mais qui, bien sûr, dialogue avec d'autres instances normatives que sont notamment les religions et les propositions internationales. On va peut-être prendre la question de Madame de l'association Selva Viva. Si vous voulez bien allumer votre micro. Merci. Eh ben, je tiens à vous féliciter pour la qualité de vos interventions et surtout Mounia, parce qu'elle parle de notre Amérique latine qui est malheureusement peu traitée dans le cadre du Festisol ou dans les milieux associatifs parce que peu représentée. Et j'ai vu toute mon enfance, mon Amazonie, tout ce qu'elle disait, c'est exactement ce que nous avons vécu et ce que nous vivons, malgré les efforts d'amélioration et d'équipement des petits villages en infrastructure médicale. Et je voulais dire, ça me fait réfléchir en tant que présidente d'une association de solidarité internationale à ce que je peux faire, ce que mon association peut faire au-delà de l'exercice intellectuel. Hein, c'est un plaisir d'écouter M. Jaffray, c'est un plaisir d'écouter Mounia, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça me fait penser que grâce à Fatma, j'ai compris après coup, à mes 62 ans, que j'avais moi-même été victime de violences obstétricales, alors que c'était dans un hôpital à Bogota de classe moyenne, et que, ne sachant pas que j'étais violentée, je n'ai pas protesté. Or, ça m'a fait ne pas vouloir avoir davantage d'enfants et de rester avec un seul enfant. Voilà, c'est quand même quelque chose qui peut marquer. Et ça sur le plan personnel. Et c'était en traduisant le questionnaire de Fatma que je me suis dit, mais merde, moi, ça m'a concernée. Et comment? Parce que mon mari voulait davantage d'enfants. Voilà, jusqu'où vont les conséquences d'un acte violent. Et deuxièmement, ça m'a fait penser que par là même, auprès de femmes de notre village, de notre commune, des familles rurales, les leaders sociaux dont on va parler samedi, pourraient faire un travail de prise de conscience de son droit à la parole. Parce qu'elles font un travail auprès des femmes pour les capabiliser, pour les inciter à être autonomes financièrement et pour, excusez-moi, ne pas se laisser frapper par leur mari. Mais en pensant à notre expérience de maternité, je pense que si moi, on m'avait dit que j'avais le droit à la parole, je n'aurais pas permis d'être traitée comme on m'a traitée. Je suis sortie d'un hôpital où j'avais été suivie, un hôpital privé à Bogota qui était un CHP d'une propriété d'un ordre religieux. Et au moment d'accoucher, ils m'ont dit, on vous envoie, c'était à un autre hôpital public d'un quartier défavorisé, et j'ai été
perdue, déstabilisée. Et je me suis fâchée, là, je me suis fâchée. Et mon mari a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous la mettiez ici? Ils ont dit, eh ben, elle doit renoncer à son droit à la sécurité sociale et vous devez payer 5 millions de pesos. J'étais écœurée. Et voilà. Et donc, j'avais été suivie par la sécurité sociale et par un gynécologue privé. Et donc, je l'appelle l'assesseur, je dis, excusez-moi de parler à titre personnel, et venez à telle clinique. Donc, c'était une clinique de classe moyenne. Là aussi, j'ai subi des violences. Donc, voilà. Qu'est-ce que je tire comme conclusion pratique de ce que je viens d'écouter? Eh bien, diffuser, faire en sorte que ces leaders sociales avec lesquels nous avons contact, et même à l'hôpital qui existe dans mon village, faire conscience, parler aussi d'apprendre aux femmes qu'elles ont le droit à la parole. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement sensibiliser le corps médical, mais ouvrir les yeux aux femmes pour qu'elles ne subissent pas et que ça laisse des traces indélébiles. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été un vrai plaisir. Peut-être juste un mot avant d'oublier. Je pense que, en tout cas, ce que vous montrez très bien, c'est cette question de la rapidité, comment dire, où on se retrouve, où la femme, la parturiente, se retrouve sans échappatoire. La situation de violence envers les femmes est très différente des situations de violence que d'ailleurs on rencontre beaucoup moins, par exemple dans des maladies chroniques, où les gens ont le temps de réfléchir et ont le temps de construire un lien avec les professionnels de santé. Il y a la violence qui est liée, disons sans doute, adressée aux femmes, mais il y a aussi ce fait qu'au moment de l'accouchement, il y a quelque chose qui se présente. Enfin, l'accouchement, c'est toujours une urgence d'une certaine façon. Et ce qui fait que les situations dangereuses peuvent se nouer extrêmement rapidement. Et je crois que ça, c'est toujours une caractéristique. Et en fait, une des manières peut-être d'aider les femmes, c'est de mettre en place des structures d'anticipation. Par exemple, en Afrique, au lieu d'aller embêter les femmes en leur disant « Ah, tu sais que l'accouchement, c'est dangereux », comme si elles ne le savaient pas, c'est de dire quand tu vas à la clinique, il faut que ton mari ait tant d'argent dans la poche, parce que peut-être il y aura besoin de faire une césarienne, et donc il faudra que tu aies l'argent. Si tu si tu accompagnes ta femme, essaye de venir avec un copain. Parce que s'il y a une hémorragie, on te demandera de rembourser le sang et il faudrait qu'il y ait 2 prélèvements de sang. Et je pense qu'il faut une des manières de desserrer la violence, c'est d'anticiper sur ces situations. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et l'autre chose, vous avez en Colombie une remarquable chercheuse qui s'appelle Mara Viveros, qui travaille sur la question de la virilité en Amérique du Sud. Et je pense aussi à des travaux qui ont été faits au Niger, où il y a ce qu'on appelle l'école des maris, où bien sûr il faut favoriser la parole des femmes, mais il faut peut-être essayer aussi de transformer les hommes. Et il y a tout un travail qui est fait par Équilibre et Population, en résumé, en raccourci, on les appelle Equipop, et qui travaille sur cette école des maris. Et je pense qu'il faut vraiment aussi essayer de comprendre des fois l'obligation pour la fécondité, l'obligation de virilité pour les hommes, ce qui n'est pas toujours quelque chose de très simple. Il faut réussir à le comprendre et peut-être à le déconstruire. Et en même temps, former les hommes pour qu'ils aient une attitude qui soit moins une attitude de violence et plus une attitude de compréhension. Alors, je sais bien qu'il y a quelque chose d'un peu utopique dans ce que je dis, mais si on ne réconcilie pas, c'est comme un peu, si on ne réconcilie pas les soignants et les soignés, et si on ne réconcilie pas les hommes et les femmes, il y a quelque chose qui sera sans doute une société qui ne sera pas très agréable à vivre. Je peux dire quelques mots? Ouais.
Merci beaucoup pour le partage de votre expérience. J'aime beaucoup votre idée d'inclure en fait des personnes qui ont déjà des liens avec les femmes et de les faire ce qu'on peut appeler aussi en solidarité internationale la formation de formateurs et formatrices. Et du coup, vu qu'il y a déjà ce lien qui existe et cette confiance et cette connaissance, c'est ce que j'insistais sur les sages-femmes, la connaissance des conditions de vie, du terrain et de ce qui est possible ou pas. Moi, ça me semble vraiment une excellente idée d'imaginer quelque chose autour de l'accouchement, de la grossesse et comment on a procédé pour notre corps nous-mêmes, qui est un manuel de santé féministe. On a fait des groupes de parole. Et on continue à en faire à chaque fois qu'on présente le livre. Voilà, on en fait sur plusieurs thématiques. Et quand on est en petit groupe et qu'on prend le temps d'écouter les femmes, des histoires, elles en ont à raconter. Donc, il y a plusieurs stratégies de mettre des femmes qui parlent la même langue, que des femmes en non-mixité pour qu'elles puissent aussi se sentir en confiance. Et ça pourrait être une stratégie qui marche assez bien aussi pour qu'elles puissent déjà s'informer entre elles et partager leur expérience et ensuite transmettre à d'autres. Parce que ce qu'on a remarqué aussi, nous, on a réédité, c'est un ouvrage des années 70, Notre corps nous-mêmes, qui n'avait pas été réédité depuis en français. C'est Our Bodies Ourselves aux États-Unis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un manque de transmission et que nos mères nous envoyaient chez le gynéco et qu'en fait, elles nous disaient pas ce qui allait se passer. Et j'ai vu que Sarah a mis le lien d'une conférence qui a eu lieu avec Nina Faure, qui a fait un documentaire, c'est une réalisatrice sur Paypa, ton gynéco, et qui est aussi co-autrice de Notre corps nous-mêmes, on est 8. Et donc ça, ces groupes de parole permettent la transmission en fait, entre les générations, entre femmes qui ont accouché, celles qui n'ont pas accouché, permettent de briser ces tabous. Et on donne aussi des outils concrets. Ce que partageait Yannick Jaffray, c'est ce qu'on appelle de l'autodéfense, en fait, de l'autodéfense dans le milieu médical, dire on a le droit, et je parle pour la France aussi, on a le droit d'être accompagné en consultation. C'est tout à fait un droit, ça peut nous aider à sentir plus fort, de se dire qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut aussi avoir un œil quand on a une maladie chronique ou qu'il faut retenir plein de trucs, qu'on est sous le choc de l'annonce, il y a quelqu'un aussi. Donc, il y a des stratégies comme ça mises en place. On peut changer de praticien. Donc, comme le disait Yannick, c'est plus facile quand on n'est pas en plein milieu d'un accouchement et vous en avez fait les frais. Mais on a le droit de changer de gynéco, de changer de médecin, d'oncologue, peu importe en fait la maladie, de partir sans payer. C'est très difficile à faire, bien sûr. Et il ne faut pas se culpabiliser si on ne l'a pas fait, pas du tout. Mais en fait, juste avoir ces choses assez pratiques et de savoir combien il faut avoir dans la poche quand on va à l'hôpital, c'est un conseil excellent aussi. Donc, effectivement, je pense qu'il y a à la fois espérer un futur meilleur et continuer à construire des outils de lutte et à transmettre, et en même temps, pour faire face au système tel qu'il est, avoir des conseils pratiques, c'est indispensable. Merci. Est-ce que vous pourriez, je pense que le temps viendra de conclure, répondre assez rapidement, s'il vous plaît, à la question qui était dans le chat et qui portait sur la représentation des femmes qui ne souhaitent pas allaiter leur enfant en Afrique comme en Amérique latine. Est-ce que vous avez des informations, des connaissances sur cette dimension-là ou... Nestlé a bien fait son travail en fait, et même dans des endroits où l'allaitement reste la norme, de plus en plus en fait, moi j'ai vu des sages-femmes traditionnelles dire maintenant il faut arrêter, les 6 mois c'est passé, c'est toujours vu comme quelque chose de moderne d'arrêter d'allaiter. Et en même temps, je veux dire, quand on est pauvre, c'est aussi on va pas acheter du lait en poudre. En plus, bref, dans les communautés autochtones, le lait, c'est pas consommé, ça a été vraiment importé. Il y a plein de personnes intolérantes au lactose. Enfin bref, c'est tout un autre sujet. Donc en fait, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas ce qu'on pourrait se dire si l'allaitement est la norme, que c'est négatif quand on arrête d'allaiter. C'est pas en tout cas ce que moi j'ai pu voir. Non, il y a toujours cette association avec le lait en poudre et avoir les moyens d'acheter son lait en poudre. Yannick, peut-être ? Oui. Oui, bon, c'est une vaste question parce que en fait, l'allaitement
non pas exclusif. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'UNICEF qui demande l'allaitement exclusif, ce qui est quasiment impossible parce que quand les femmes vont au champ, elles donnent à boire à l'enfant qui est gardé par les grandes sœurs. Enfin, et en tout cas, voilà. Et puis de l'autre côté, il y avait, dans les périodes plus anciennes, il y avait la femme qui quittait son mari, enfin, qui allait des fois dans sa famille, enfin, dans certaines populations, tout le temps où elle allaitait. Ce qui était finalement un bon moyen de contraception, à la fois par l'allaitement qui favorise la contraception, et puis par la durée de l'éloignement du mari. Et toutes ces périodes, maintenant, tout ça a changé, c'est restreint, etc. Après, il y a le statut du lait. Enfin, une femme qui n'allaite pas, bon, soit effectivement elle donne le biberon, c'est un signe de modernité, parce que là encore, le corps de la femme est fait que ça voudrait dire aussi qu'elle veut protéger sa poitrine comme étant une poitrine de séduction et non pas une poitrine dévolue à l'enfant. Il y avait par exemple dans les populations Mossi, pour le premier enfant, on cassait un peu les fibres de la poitrine des femmes pour dire maintenant tes seins doivent être pendants parce que ce sont les seins de l'enfant et non plus les seins du mari. Donc il y a énormément de choses comme ça. Puis après, il y a le statut du lait. Alors, bon, ça c'est encore une autre question qui transmet à la fois la filiation, mais qui peut aussi transmettre la sorcellerie et qui donc, c'est vraiment, ce serait une vaste question. Je crains qu'on n'ait plus le temps là, Oui. mais c'est une Oui, je pense qu'on pourrait en faire une autre conférence. Donc, écoutez, ces échanges étaient passionnants et je crois qu'on pourrait les prolonger encore longtemps. Je vous remercie vivement, hein, Mounia et Yannick, pour ces échanges et puis pour ces explications aussi et cette conceptualisation des différentes difficultés des femmes. Ce que je voulais dire, c'est que en conclusion aussi, c'est que au-delà des remerciements, je voulais aussi dire que pour Rennes 2, notre université, c'était vraiment un privilège d'organiser cet événement avec nous. Nous sommes une université depuis maintenant assez longtemps, puisque en 1985, nous avons créé, enfin nous, hein, c'est un nous générique, bien évidemment, je n'y étais pas, mais en tout cas, l'université a créé la première chaire égalité. Et puis, depuis 2015, il y a eu une vice-présidente, Christine Rivalan-Guégo, qui a été chargée d'une mission égalité et elle a mis une énergie importante et elle a décliné un certain nombre d'actions. Dont, alors je ne vais pas les énumérer ce soir parce que nous n'avons plus le temps, mais Sarah a mis dans le chat une référence et il s'agissait notamment des mardis de l'égalité et c'est une source importante d'information. Effectivement, une fois par mois, il y a les mardis de l'égalité et comme leur nom l'indique, il s'agit en fait bien de diffusion de films, mais aussi d'organisation de débats sur des questions d'égalité, des égalités qui portent sur les inégalités hommes-femmes, mais pas seulement. Et donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est que ces séances sont enregistrées et vous pouvez les récupérer sur notre web média de l'université. C'est donc l'ERDU. Et vous pouvez aller sur l'ERDU, vous allez avoir toutes les conférences qui existent depuis 2016. Et pour conclure, il y a Christine Rivalan-Guégo est devenue présidente et il y a maintenant Monsieur Égalité. Il s'agit de Jérôme Hainaut qui nous écoute, là, qui est vice-président. Et il y a aussi, depuis un an, Sarah Dessin qui a une mission, qui est chargée de mission égalité. Et nous avons la fierté aussi d'avoir décerné par ONU France le label Orange Day, qui répond justement à notre sensibilisation aux questions d'égalité. Et bien évidemment, il y a aussi des formations qui sont organisées, différentes formations. Donc, à ce titre, c'était vraiment un privilège, un honneur pour nous de nous associer à Festisol et puis de vous recevoir virtuellement sur notre campus et j'espère qu'un jour nous pourrons le faire en présentiel. En tout cas, pour moi, c'était et pour beaucoup, compte tenu du nombre de questions, je voulais vous remercier pour votre disponibilité et puis aussi la richesse de ces échanges. C'était vraiment un moment savoureux et je vous en remercie vivement. Je voudrais juste, est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Oui, moi, je voudrais surtout, au nom du Festisol, remercier Mounia et Yannick pour la qualité vraiment de vos interventions, tout ce qu'on a appris. Moi, je retiendrai vraiment une chose,
c'est l'école des maris au Niger, transformer et éduquer les hommes. Ça vient vraiment pour compléter justement l'éducation des femmes. Un grand merci. Et merci également à Rennes 2 avec l'éducation pour l'égalité. C'est vraiment fantastique tout ce travail que vous faites. Est-ce qu'on laisse juste une parole à chaque intervenant pour conclure? Oui, c'est une possibilité. Bref. Oui, Monia et Yannick, on va faire dans l'ordre avec lequel on a commencé. Merci encore pour vos interventions. C'était un réel plaisir. Et donc, voilà, Monia, si tu veux bien donner un petit mot, et puis Yannick. Je voulais juste vraiment vous remercier Fatma et la TEP pour cette invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir aussi qu'on soit 2 anthropologues. Enfin, moi, ça me... Voilà. D'être avec un confrère, avec un public large, c'est vraiment important pour moi aussi de diffuser nos recherches. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi sur les réseaux sociaux ou sur mon site si vous avez des questions ou envie de prolonger les échanges, il n'y a pas de souci. Merci aussi à Sarah pour l'organisation. Je vois qu'elle a la main levée, mais je ne sais pas si c'est pour dire quelque chose. Merci. Oui, bah écoutez, merci beaucoup à la fois pour votre accueil, pour vos initiatives, et puis pour effectivement, comme le disait Mounia, pour des anthropologues qui sont impliqués dans le changement social, qui ont envie quand même d'avoir un geste citoyen. Je pense qu'il n'y a rien de plus encourageant aussi de voir que les idées peuvent devenir réalité, et pour nous, c'est essentiel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci.